Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 3 novembre 2024. Bienvenue tout le monde à l'émission. Emilio Constanza à l'animation pour vous retrouver après ce qui semble avoir été une autre semaine de congé. Alors, je vous ai entendu la semaine dernière, les boys. On va faire taire les critiques. Il n'y a pas de beef. Il y a juste des horaires super chargés et des trucs qui font en sorte que ça donne que je ne peux pas vraiment me pointer, malheureusement. Mais je me suis ennuyé de vous autres, vraiment. Surtout qu'on était en plein série mondiale la semaine dernière. Puis, écoutez, je veux dire, on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr, comme à l'habitude, Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain, bien sûr, avec moi. Mais vous savez quoi? C'est une émission spéciale aujourd'hui parce qu'en effet, on a la série mondiale qui s'est terminée. Et qui de mieux, non seulement pour parler de baseball avec nous, mais pour pouvoir troller Félix Forget comme personne d'autre n'est capable de le faire. Il est 50% du podcast de Passion MLB et on a l'honneur de vous le présenter. Et pour son grand retour à la triple menace, Charles-Alexis Brisebois. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, Félix, ça va. Félix, t'as pas l'air à répondre tout de suite, hein? Non, je veux pas répondre à cette question parce que non, mais je sais ce qui s'en vient parce que je vais dire que ça va bien puis il va me remplacer les Yankees tout de suite. Fait que, gars, je répondrai pas. Je vais tout de suite me préparer au contrepoint. Tu sais, je suis déjà prêt à ce qu'ils me répondent ça d'en face. Ben, ça tombe bien, tu répondras même pas, mais on va quand même faire le contrepoint pareil. Donc, Charles-Alexis, pour ceux qui ne sont pas au courant, comme j'ai mentionné, co-anime l'émission de Passion MLB et a eu le plaisir justement de recevoir Félix cette semaine à leur émission. Alors, on peut dire que Félix, t'as pas fini d'en entendre parler du résultat de cette série mondiale-là. Mais là, pour les auditeurs de la triple menace, Charles-Alexis, on a besoin de savoir comment t'as aimé ça? La série mondiale, c'était très bien. C'est parfait du début à la fin. Non, c'était pas, tu sais, évidemment, c'était pas la série mondiale qui nous a gardé le plus sur le bout de notre siège. On s'entend là-dessus. Tu sais, les séries, on dirait, ça avait commencé tellement fort. Puis là, on se disait, rendu en série de championnat avec les deux New York, avec Los Angeles, Cleveland qui étaient là, on se disait, mon Dieu, ces séries-là peuvent juste bien finir. Puis finalement, les deux séries qui ont impliqué les Dodgers à la fin là, contre les deux New York, ça n'a pas été celles qui nous ont gardé le plus sur le bout de notre siège. Il y a quand même eu des moments, évidemment, là, on peut revenir sur le coup de circuit de Freddie Freeman dans le match numéro 1, on peut revenir sur la manche numéro 5 du match numéro 5. Il y a eu des moments quand même iconiques dans cette série mondiale-là, mais elle n'a pas nécessairement été à la hauteur de ce qu'on s'attendait d'un Yankees-Dodgers. Quand tu dis on peut revenir, on n'est pas obligé non plus de revenir là-dessus. Oh non. On peut faire comme si ça n'avait jamais arrivé, puis juste dire... Pour parler de la série mondiale, on va parler de la série... Non, mais tu as mentionné plusieurs moments iconiques. Lequel a été le pire pour toi, Félix? La cinquième manche. La cinquième manche, il y a encore... Non. Il y a eu plusieurs éléments de cette cinquième. Il faut que tu choisisses un là-dedans. Là. C'est Rizzo Cole, man. C'est Rizzo Cole. C'est le jeu qu'on va revoir des milliers de fois cet été. Est-ce que c'est Rizzo qui n'a pas couru au premier? Est-ce que c'est Cole qui n'a pas couvert le premier? Est-ce que c'est Mookie Betts qui a donné un effort surhumain pour se rendre? Est-ce que ce jeu-là, on va le revoir sans arrêt? Puis l'année prochaine, peut-être qu'on ne verra pas Rizzo avec les Yankees si l'équipe n'a pas pris son option. Fait est-ce qu'il va revenir à bas prix? Peut-être, mais je pense qu'on va peut-être regarder ailleurs. Est-ce que Garrett Cole, qui là, hier, s'est sorti de son contrat, on pense qu'il va revenir. Les Yankees ont jusqu'à 5 heures demain soir pour décider si on le conserve ou non. Est-ce qu'il va revenir ou non? Je pense que oui, mais tu sais, c'est des affaires. L'avenir des deux gars à New York, tranquillement, est un petit peu étrange. Tu sais, c'est surtout pour Rizzo. Cole, ça semble un petit peu plus probable qu'il reste, mais c'est le jeu qu'on va revoir. Il y a eu le grand chelem de Freeman, mais c'est quand même le Rizzo Cole qui va être le jeu qu'on va souvenir comme étant le jeu déterminant de cette série mondiale. T'as quand même Aaron Judge qui doit être content qu'il y a eu cet événement-là parce que le ballon qui a échappé, il va quasiment passer en arrière-plan, quasiment, là.
On n'en entendra pas beaucoup parler, mais ça fait partie du problème. Comme Anthony Volpe et Josh Chisholm qui vont être contents d'oublier que tout le monde oublie un peu leur erreur qu'ils ont faite. Comme Gary Cole je dirais Gary Cole va être content qu'on oublie qu'il a accordé 257 000 points après, mais on va peut-être moins oublier ce bout-là parce que ça impliquait des points vraiment, mais c'était épouvantable. Puis on savait que c'était un problème avec les Yankees. La défensive était suspecte au mieux. Et mon Dieu, que ce problème-là, on l'a vu de façon spectaculaire au pire moment. Épouvantable. Épouvantable pour les Yankees. Y croyais-tu encore un petit peu, Félix, rendu après le match 3? Après le match 3, quand ils ont gagné le match 4, je me suis dit, s'ils gagnent le 4, ils ont une chance. Parce que t'as Cole, t'as Rodon, puis après ça, match 7, n'importe quoi peut arriver. Quand ils ont gagné le match 4, j'ai fait OK. Quand ils menaient 5-0 au match 5, j'ai fait oh mon Dieu, Yankees en 7. La 5e manche est arrivée, j'ai fait Puis après ça, à partir de la 5e manche jusqu'à la fin de la game, j'étais tellement surchargé émotionnellement que j'ai pas eu une pensée rationnelle pendant toute cette deuxième moitié de match-là. J'ai des choses rationnelles. La 5e manche du match numéro 5 semble avoir été l'épitome, le crescendo d'une série de faux pas pour les Yankees. Plusieurs ont jugé d'ailleurs avec le match numéro 1 en intégrant Cortez dans ce match si tard face à Freddie Freeman. Charles-Alexis, quelle a été ton opinion par rapport à ça? Est-ce que c'était en effet une bonne décision ou est-ce qu'au contraire, on n'aurait pas dû puis on continue avec ce qu'on avait? Écoute, honnêtement, sur le coup, j'ai pas détesté le pari parce que je me suis dit, c'est le genre de moment qui peut devenir iconique de dire t'amènes un Nestor Cortez, puis il y avait eu du succès par le passé contre Shohei Ohtani. Mais c'est sûr que quand tu vois le fait qu'on est dans une ligue de résultats et que ça n'a pas du tout marché, en 2 lancers, il a donné la victoire aux Dodgers. Tu sais, sur le coup, bon, le Shohei Ohtani s'est rendu sur les buts. But sur balle intentionnelle à Mookie Betts pour décider d'affronter Freddie Freeman. C'est certainement une décision. Et par la suite, on affronte Freeman qui frappe son grand chelem. C'est une ligue de résultats, ça n'a pas marché. Et tu l'analyses avec du recul, puis tu te dis, ouais, t'avais Tim Hill, hein, qui était là, ça aurait vraiment été plus logique. Fait que sur le coup, je détestais pas, mais après, j'ai fait, ouais, okay, c'est une décision. Aaron Boone est de retour, parce que Aaron Boone, on n'en a pas beaucoup parlé au début des séries parce qu'il a bien fait Aaron Boone. On sent qu'il y en a qui ne l'aiment pas puis on dit un petit bonjour à Sébastien Berroir. Mais depuis, à ce moment-là, dans les 2 premières séries contre Casey et contre Cleveland, ça s'était bien passé et là, ça a été la débandade durant la série mondiale. Il y a eu plusieurs mauvaises décisions qui ont fait en sorte qu'on s'est dit « Ah, c'est vrai, il est controversé, ce gérant-là. » Non, ça n'a pas été un grand chef-d'œuvre signé Boone là, de sortir Nestor Cortez. Les boys, je veux juste vous poser une question. On parle de la fameuse 5e manche, OK? Puis je sais que les 3, vous allez avoir une pensée sentimentale un peu. Il va y avoir un peu de sentiment là-dedans sur la question que je vais vous poser. Quelle manche est la pire entre les 2? Les Yankees dans cette fameuse 5e manche ou les Rangers du Texas dans la fameuse 7e manche qui a mené au circuit de José Bautista? Laquelle a été pire? Parce qu'il faut aussi rappeler que ça a été une comédie d'erreurs des Rangers. Je pense que Elvis Andrews, dans cette demi-manche-là, a 3 erreurs à lui tout seul. Ouais. Vas-y, Félix. C'est l'émotion, mais les Yankees, man. Oui, Andrews, c'était pas beau, mais Seigneur, man. C'était épouvantable, les Yankees. Toi, Charles, est-ce que tu es du bord Yankees, du bord Rangers, du bord. Ah, les Yankees. Les Yankees, c'était la pire parce que peut-être qu'il y a un biais de récence là-dedans, puis peut-être que dans 2-3 ans, ma réponse changerait. Mais c'était en série mondiale. Tu peux pas jouer comme ça en série mondiale. On dirait que moi, c'est l'effet déclencheur. Ouais. Ceci étant dit, moi aussi, sur le coup, j'avais eu la réflexion de hey, c'est-tu la pire manche depuis ce moment-là? Parce que c'était spectaculaire. Tu as eu Russell Martin qui s'est rendu au premier quand il ne devait pas. Russell Martin qui s'est rendu au deuxième quand il ne devait pas. Coureur suppléant. Le coureur qui serait en troisième quand il ne devait pas. C'était quelque chose quand même, cette manche-là. Puis parlant de Russell Martin, juste avant, il avait lancé. Ben oui. Faire un relais, pogner le bâton, ça avait donné aux Rangers avant ça. C'était complètement surréel. Là. Je pense que c'était le 45 minutes de le baseball le plus surréel que j'ai vu de ma vie. Ah, ça m'arrive une fois de temps en temps d'aller le revoir sur YouTube juste parce que c'était quelque chose, là, cette manche-là, puis on dirait que tu es quasiment en train de me faire changer d'idée à force d'en parler. Mais non, parce que c'était en série mondiale, c'est les Yankees. Ouais. C'est sûr que la grandeur du moment, mais les gars, oui, je sais qu'en effet, c'est tout récent, c'est la série mondiale, on s'attend à un niveau d'excellence, mais juste en soi, le pur chaos qu'il y avait là. Pas le choix d'y aller, Rangers Jays. Puis comment tout ça s'est terminé. Puis surtout, Félix, je sais que tu ne peux pas comprendre, mais tout ça, ça s'est bien terminé pour l'équipe qu'on suivait, nous autres.
il y a comme une nuance ici. Les bons gars ont gagné. Là. Pop, dans toute cette débandade-là, c'était comme une bonne semaine pour être un hater. Toi qui es fan des Red Sox, à quel point est-ce que tu as ri de la série mondiale qu'a connue Aaron Judge? Écoute, Aaron Judge, je ne vais pas me mettre sur son cas parce que je pense qu'il n'y a pas juste lui qui n'a pas livré la performance, surtout dans le match numéro 5. Mais moi, j'étais juste déçu que ça ne se termine pas en 4. Moi, je voyais le match numéro 4, je voyais bon. Non seulement les Yankees ont gagné pour éviter de se faire sweep, mais ils gagnent genre affaire comme 10-4. C'était même pas serré, juste pour dire que ça s'est fait ça. Non, mais tu sais, les autres sont comme, je suis déçu que ce soit pas fini en 7, une grande série. Non, moi, je suis déçu que ce soit pas fini en balayage. Écoute, tu as dit que c'était une belle semaine cette semaine pour être un hater, après que ça a été la pire semaine, celle d'avant pour être un hater, parce que je déteste presque autant les Dodgers que les Yankees. Mais moi, je fais juste dire que le point de la victoire de ce match 5 a été marqué par Mookie Betts et que le dernier retrait de ce match-là a été fait par Alex Verdugo. Pour moi, là, je venais de gagner dans mon cœur. Les Dodgers ont gagné. Est-ce que j'étais content? Non. Mais juste avec ça, j'ai senti que j'ai gagné cette semaine-là. Ouais, mais là... Je fais juste te le rappeler, Félix. Les 4 dernières fois que les Red Sox sont allés en série mondiale, 3 défaites combinées. Vous en avez 4 juste cette semaine. La pluie de tes insultes n'était pas le parapluie de mon indifférence. J'ai entendu celle-là. Bars. On va en rajouter sur le parapluie, par exemple, parce qu'il y a une des défaites en plus, là, que c'était le fameux match de Nathan Eovaldi. Fait que même quand ils perdent en grand, là, les Red Sox en série mondiale. Pour vrai, je vais juste faire un aparté là-dessus. Je pense ça s'est fini quoi en 18e manche? Ouais. Je pense que je me suis endormi après la 17e. No joke, j'avais toffé jusqu'à 3h du matin pour toffer à 17e. Puis ça s'est terminé en 18e. Puis je me souviens, je pense que je m'étais endormi à 3h du matin. Je pense que j'avais... un genre de séminaire pour la job, genre à 8h30 le lendemain matin. J'étais genre tout ça pour ça, là, mais mes petits apartés là-dessus. Il s'agit définitivement de décision que tu as prise, mais tu réalises qu'avec ça, Pop, par contre, je suis désolé, mais Mookie Betts, quand il va rentrer au temple de la renommée, ça va être avec une casquette des Dodgers. Hein? Les Red Sox, ce n'est qu'un vulgaire parler s'il arrêtait de parler. Non, mais ça, Mio, on l'a compris dès la seconde où il a signé son contrat à long terme. Là. Mais Mio, honnêtement, mettons aujourd'hui, je ne sais pas encore. Arrête, là. Hey, il a quand même gagné son MVP avec les Red Sox. Ouais, puis... Non, c'est Dodger. La vraie question... vraie question... Mais c'est sûr qu'à la fin de sa carrière, ça va être sur une casquette des Dodgers, ça, c'est sûr. Mais en ce moment-là, pas tant sûr. Ouais, mais la carrière n'est pas finie, là. On le sait qu'il va se rendre. Non, je sais, mais à la fin, ça va arriver. À la fin, oui, ça va arriver. Mais si, mettons, il décidait après le match 5, sais-tu quoi? Moi, je prends ma retraite drette là, et on s'entend que Mookie Betts, même s'il prend sa retraite cet hiver, il va être au temple de la renommée si ce n'est pas dès son premier tour. Mm-hmm. Mais s'il rentrait, mettons, cette année, pas sûr tant que ça serait avec les Dodgers. Wow. Ah, moi, oui. Moi, ma vraie question... Une série mondiale de chaque bord, puis MVP avec les Red Sox. 2. Hey, je sais que tu comptes pas 2020, mais ça fait 2. Hein. Check tes non. Hey, Félix, je te coupe parce que je sais où est-ce que tu t'en vas quand tu as dit la vraie question 2 fois. Là, toi, tu veux dire Freddie Freeman dans quelle casquette? Freddie Freeman dans quelle casquette? Non, Freddie Freeman, ça va être avec les Braves. Je peux pas croire. Non. Brave. Non, j'y réfléchi. Non, j'y ai repensé. Écoute, parce que je pense que jeudi, on s'en est parlé, puis je pense que j'ai dit brave. Ou est-ce que j'ai dit que j'hésitais? Parce que j'hésite encore un petit peu. Mais j'y ai repensé depuis. Puis, s'il y a une autre série mondiale avec les Dodgers, et je pense que ça va arriver, ça va être avec les Dodgers. Mauvaise réponse. OK. On verra. Il a été trop important. Tu sais, Mookie Betts est resté comme 6 ans, puis il est parti dès qu'il avait la chance. Ouais. Freddie Freeman, c'était les Braves. Non, dès qu'il y avait la chance. Je m'excuse, il est parti dans une transaction. Il n'y avait aucun pouvoir, Mookie Betts, là-dessus. Il n'a pas accepté le gros contrat qu'on lui a offert. Ouais, mais ça, c'est pas son problème si les propriétaires de Red Sox étaient trop cheap. Non, il est parti dès qu'il avait la chance. Moi, j'aime ça parce que c'était supposé être on attaque tout Félix, mais là, on est parti sur une guerre entre Charles et Pop. C'est vrai, ça. Gardons. J'apprécie beaucoup qu'on s'éloigne un peu de mon corps. Mio, ramène-nous ce droit chemin, s'il te plaît. Avec tout ça, là, Félix, tu sais que Juan Soto, il gagne, hein? Non, arrête. Là, on jase.
Là, on jase. Non, mais là, arrête de parler. on jase parce que, tu sais, je tiens à rappeler qu'ils viennent de jouer contre une équipe qui a encore un petit peu de place sur la masse salariale la saison prochaine. Tu sais? Les Mets de New York, ça? Eux aussi, ils ont de la place. Eux aussi, ils ont de la place. Les gars, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec Juan Soto? Est-ce que vous voulez jouer conservateur, il reste à New York, ou est-ce qu'on tente le grand coup puis il s'en va soit avec l'autre équipe, ou est-ce qu'il s'en va avec les Dodgers, peut-être? Moi, le sentiment que j'ai, là, c'est la même réponse que j'ai depuis un an. Ça va finir une course entre les Yankees et les Mets. Les Mets vont offrir plus de cash, puis il va revenir avec les Yankees. Moi, je pense pas que, tu sais, tout le monde dit, c'est sûr à 100% qu'il prend la plus grosse offre. Pas certain. Je te dis pas qu'il va prendre la plus petite offre sur sa table, mais si la différence entre les Yankees et les Mets est minime et que ça lui permet quand même de s'inscrire dans l'histoire, il va choisir l'offre des Yankees. Je pense un peu la même chose. Je pense que tu sais, là, après la Série mondiale, tout le monde s'est mis à capoter sur le fait qu'il a dit que les Yankees n'ont pas de priorité et tout. Puis c'est un client de Scott Boras. C'est Scott Boras qui l'a appelé. Il a dit là, tu donnes aucun levier aux Yankees de quelconque façon. Tu dis que personne n'a d'avantage. Tu dis que tu vas prendre la plus grosse offre. Laisse-moi m'arranger avec le reste. Mais oui, évidemment, il pourrait aller ailleurs. Puis ça, c'est déjà vu des joueurs autonomes qui changent, des gros joueurs autonomes qui changent d'équipe et tout. Mais ça reste que d'aller dans une nouvelle situation, c'est un peu de te mettre en danger. Tu sais, c'est contrairement à rester dans une situation où est-ce que tu es bien. Pense à Aaron Judge, par exemple. Tu sais, Aaron Judge avait un plus grand sentiment d'appartenance aux Yankees, mais il est quand même resté parce qu'il était dans ce qu'il connaissait. Puis, veut pas, les Yankees, ça reste une belle opportunité de te construire une carrière, un héritage qui est assez marquant. On va se souvenir de toi. On se souvient plus des grands joueurs des Yankees que des grands joueurs des Royals de Kansas City, en tout respect pour les Royals. Il y a quelque chose avec la marque des Yankees et tout. Puis je pense que les Yankees vont être compétitifs. Je pense qu'on a réalisé qu'on a besoin de Juan Soto, qui a été hyper performant en série, qui a été hyper performant toute l'année, puis qui va probablement être un des finalistes au MVP, probablement 3e derrière Judge et Bobby Witt. Ou peut-être Tariq Skubal si on donne un peu de respect au lanceur partant, mais je pense que Soto va avoir un peu va être dans ces 3 finalistes-là. Puis je pense qu'il va rester avec les Yankees. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel va être le montant total de ce contrat-là. Je pense qu'on va être dans les 700 millions de dollars. C'est certainement la demande qu'il a faite, 700 millions. Mais moi, je pense qu'Ohtani, c'était vraiment l'exception de l'exception. Moi, je pense pas qu'on va être tant à ce contrat-là. Moi, je serais plus vers début 600. Mettons 600, 620, mettons, mais je pense qu'on ne traversera pas le 700 pour Juan Soto. Mais moi, ce que je me demande, et surtout, Mio, je te regarde un peu, et Charles-Alexis aussi, je te regarde, on a encore les rumeurs comme quoi les Blue Jays seraient encore là-dedans. Est-ce qu'on va assister à un Juan Soto Watch comme on a eu avec Shohei Ohtani l'hiver dernier? Tu sais quoi? Moi, je ne m'implique plus jamais là-dedans de quelconque manière. C'est terminé. Moi, je ne dis plus rien tant que ce n'est pas annoncé officiellement qu'il y a une signature ou quoi que ce soit. Qu'il y a une histoire d'avion. Je me suis fait avoir la première fois avec Kawhi Leonard. Là, je me suis fait avoir l'été dernier avec Shohei Ohtani. C'était terminé. Mais de toute façon, les Blue Jays doivent encore signer Vladimir Guerrero. Fait que, tu sais, je pense que ça serait ça le plus là-dedans. Mais moi, je pense que comme Félix dit, Yankee Stadium et les Yankees, c'est taillé pour Juan Soto. Tu sais, un frappeur gaucher intimidant de même. Et je pense qu'avec les séries éliminatoires, oui, Aaron Judge va rester le capitaine, mais je pense que la pièce maîtresse des Yankees à long terme pourrait devenir Juan Soto avant Aaron Judge. Je pense. Ouais. On s'entend. Puis, les deux, ils se complètent tellement bien, puis ils vont être bons ensemble pendant une couple d'années. Ce serait logique qu'ils retournent là. Tu jasais des Blue Jays tantôt, juste rajouter, ils vont être là, les Blue Jays. Ils vont faire une grosse offre, les Blue Jays. Je le vois pas aller là quand même. Puis, Shohei Ohtani, moi, ce que je disais l'an passé, pour revenir sur ce dossier-là, c'est, moi, j'y crois pas tant qu'on n'a pas une preuve tangible. Puis là, quand on a eu l'histoire de l'avion, je me suis dit, bien voilà une preuve tangible. Fait que, ils sont devenus les favoris pendant, je te dirais, une demi-heure. Puis après, on a appris que c'était pas vrai. Fait que je me suis dit, la preuve tangible est maintenant dans mes vidanges. Fait que, j'y ai cru pendant une demi-heure, mais un peu comme tout le monde, là, à ce point-ci, quand tu as un John Morosi qui sort ça, c'est difficile de ne pas y croire. Mais non, je pense qu'il va revenir avec les Yankees. Puis, le montant, c'est dur à dire. Puis, ces temps-ci, on parle de 700 millions de dollars, puis peut-être même de plus. Est-ce que ça va être 600? Moi, la seule chose que j'ai à dire par rapport à Shohei Ohtani, c'est que non, il n'y a pas l'attrait aussi fort de dire on va aller chercher le Japon au complet pratiquement, puis en plus, on est sur la côte ouest. Ceci étant dit, une différence majeure entre les deux,
Shohei Ohtani va avoir 31 ans prochainement. Il a signé pour sa saison de 30 ans. Soto a 26. Fait que, tu sais, ces années-là valent quand même très, très, très cher. Si ces années-là sont... Si cette année-là... juste 26 ans. Juan Soto, il vient d'avoir 26 ans la semaine passée. Fait que juste si ces 4 années-là sont à 50, ben juste là, c'est un 200. Fait que, tu sais, ça peut changer la donne quand même assez facilement parce que tu vas acheter des années de prime. Ça n'existe pas, des agents libres à 26 ans de ce calibre-là. Là. Ça existe, ben, tu sais, on en a eu l'an passé avec Yamamoto, mais c'est un cas spécial du Japon. Mais un gars établi comme ça, qui fait ses 7 années de contrôle et qui devient agent libre à cet âge-là, le dernier, c'était-tu A-Rod? C'était-tu Bryce Harper? Tu sais, c'est des gars plus grands que nature, puis là, c'est Juan Soto. Fait que, ça peut faire monter le bill. Ben, en même temps, c'est ainsi demande au Padres si l'âge des joueurs dominicains, c'est une donnée qui est fiable, par exemple. Là, mais... come on! Ah non, on peut en parler au moins un petit 30 secondes. Tu te ramasses dans un tournoi de U12, puis tu prétends avoir genre 17 ans dans un tournoi de U12. Wow! C'est incroyable. Mais ça, là, je veux dire, c'est pas la première fois, là. Puis c'est dans tous les sports, là. Je veux dire, Alex Ovechkin a-tu son âge? Albert Pujols a-tu son âge? Tu sais, c'est des questions par la force des choses. Au basket, les joueurs africains, t'en as beaucoup qu'on se demande, ils ont quel âge? Les Félix Pop, vous allez peut-être vous rappeler de ça, mais Thon Maker, le gros débat, c'est il a quel âge en réalité? Manu Ball, la théorie qu'il y avait 50 ans quand il y en avait genre 30, là. Pareil aussi, ça je vous en avais jasé, mais Serge Ibaka qui portait une fois le nom de... c'était pas Sami Sosa, c'était Samuel... oui, c'était quoi déjà son nom? Oui, Samuel Stoba. Stoba, ça a été un faux nom qu'il a porté comme alias. Puis c'est toutes ces théories-là. Chaque sport a comme ces petites affaires-là de mentir sur son nom. Écoute, je me sens mal parce qu'il vient de décéder récemment et il ne pourra pas se défendre sur ce podcast-là, mais dis que même Mutombo, à la toute fin, il y avait de l'air vieux, là. Je comprends qu'il a eu une longue carrière, mais sacrément, je regardais ça et j'étais genre, t'es sûr? Avant qu'on passe aux Dodgers, j'ai envie qu'on apporte un dernier point sur Aaron Judge parce qu'on va chier une dernière fois sur lui. Avec ces piètres séries éliminatoires qu'il a eues, les gars, est-ce qu'on a vu le pic d'Aaron Judge? Est-ce qu'on peut juste se limiter à ça par rapport à ce qu'il peut amener? Non, c'est encore un gars qui va... T'sais, à chaque année, il y avait des mauvaises séries, mais on n'en parlait pas parce que les Yankees avaient des mauvaises séries puis ils ne se rendaient pas aussi loin. Quand tu vas sur le stage de la Série mondiale, ça met en lumière tes bonnes performances, ça met en lumière tes mauvaises performances. Fait que là, c'est sûr qu'on en parle plus parce que Judge ne s'est pas présenté pendant un mois au complet. Je pense que c'est encore un excellent joueur de balle. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que s'il retourne en série l'an prochain, qu'il ne sera pas aussi mauvais. Puis là, si ça continue, là, ça va devenir son héritage. Puis le leg qu'il va laisser au baseball majeur, si ça continue, c'est genre, hey, excellent pour t'amener en série, rendu là, choke complètement. C'est pas impossible que ce soit ça. D'un autre côté, si l'an prochain, il est MVP de la Série mondiale, on n'en parle plus. Tu sais, regarde, on parlait de Mookie Betts tantôt, là. Ça faisait une couple d'années qu'il y avait de la misère en série. Cette année, il y a eu des bonnes séries. Puis qu'est-ce qu'on dit? Quel grand joueur de séries éliminatoires! Tu sais, le discours peut changer, le narratif peut changer excessivement rapidement. Je ne sais pas s'il va être capable de le changer en série. Ça, puis à ce point-ci, j'en doute. Mais en saison régulière, je pense qu'il est capable de continuer d'être un excellent joueur. Oh non, ça c'est... Vas-y, Pop. Vas-y. Mais en saison, c'est sûr et certain. Puis tu sais, le discours change tellement rapidement. Il y a même des joueurs qui ont réussi à jouer peut-être des années qui n'auraient peut-être pas dû jouer justement parce qu'il était bon en série. Shout out David Freese, soit dit en passant. Légende des Dodgers, soit dit en passant. J'oublie tout le temps que ce gars-là était avec les Dodgers en série mondiale de 2018. Va savoir pourquoi. Mais Aaron Judge, c'est comme Austin Matthews, c'est comme Joel Embiid, c'est comme Lamar Jackson. Le même genre de joueur qui a l'air d'un first ballot Hall of Fame en saison régulière et arrive en série, ça fait rien. Il y a encore du temps, par exemple. Tu sais, les Yankees, encore du temps avec Cole et Judge. La fenêtre n'est pas fermée encore. Il y a encore du temps. Mais l'horloge commence. Parce qu'au début de la prochaine saison, il va y avoir 33. Là. Excuse. Pop, je me suis pas encore remis ce que tu as dit. Ça vient me chercher, mais tu n'as aucune idée à quel point. Ça vient te chercher parce que tu sais que c'est vrai. C'est complètement faux parce que si tu as regardé ces séries-là, Judge, ça n'a pas toujours été facile. Les 2 derniers matchs de la série mondiale, il s'est levé, il a tapé un gros circuit
dans le match numéro 5. Oui, puis il a échappé un ballon dans le champ qui a. Oui, mené OK, il a fait une erreur. Hey, le baseball, c'est le sport avec le plus de variabilité de match après match. Un gars peut avoir 5 matchs de suite, 0-4 avec 3 strikeouts, puis ça fait pas de lui un mauvais frappeur. Pour autant, il y en a 162. Puis oui, peut-être, c'est des difficultés qui sont quand même qu'on voit année après année en série. Mais tu regardes dans l'histoire des Yankees, pas des Rockies du Colorado, là, des Yankees de New York. Ce gars-là est 5e dans l'histoire pour le plus de circuits en tant que membre des Yankees en série. C'est pas rien. Là. Oui, on parle beaucoup de ses récents succès. Début de carrière, il était quand même capable d'avoir des bons moments en série. Oui, c'est plus difficile depuis 2 ans, mais je te rappelle qu'au mois d'août, le mois d'avril, le premier mois de l'année, un mois complet, il était tellement mauvais qu'on parlait de l'envoyer dans le 3. Ça n'a pas exactement mal été pour le reste. Fait que non, je m'excuse. Aaron Judge, c'est pas parce qu'il y a 2-3 mauvaises années en série qu'il n'est pas capable de se lever quand le moment est important. Je refuse complètement cette phrase-là. J'ai envie de te dire, tu parles du nombre de circuits en série, puis en effet, c'est quand même assez impressionnant dans l'histoire des Yankees. Laisse-moi citer Pierre Vercheval, calorie vide, parce que, tu sais, un gars comme Giancarlo Stanton aussi en a beaucoup, mais il frappe à des moments beaucoup plus opportuns. Je ne sais pas s'ils ont à peu près le même nombre, mais pour les fins de l'exercice, disons que oui. Stanton, ses circuits sont tout importants. Judge, ça arrive toujours à des moments où ça ne change rien. Fait que oui, c'est impressionnant qu'il est capable d'en frapper à certains moments, mais c'est pas toujours important quand il frappe. Giancarlo Stanton, c'est systématiquement important. Puis surtout que, si on regarde dans l'histoire des Yankees, les Mickey Mantle, les Babe Ruth, les Lou Gehrig de ce monde, ça devait jouer genre 5 matchs par séries éliminatoires. Puis là, il en joue quasiment 20 aujourd'hui. Fait que pour moi, ça tu sais, José Altuve, qui n'a jamais été reconnu comme un frappeur de puissance dans sa carrière, va probablement finir sa carrière avec le plus de circuits en carrière en série dans la MLB, si c'est pas déjà fait. Ouais, puis en plus, lui, c'est tout légitime, ces circuits. Fait que c'est vraiment de toute façon. Aucun avec un buzzer. Non. Je pense que tu as vraiment appuyé sur le bon bouton là-dessus, Charles-Alexis. Parlant de mauvais jeu de mots, que dire en même temps de ces Dodgers qui, oui, en effet, ont parié gros pour la signature de Shohei Ohtani, mais malgré les blessures tout au long de la saison, une liste interminable de joueurs qui n'allaient pas être là, Ohtani qui ne pouvait pas lancer de la saison. Pari réussi, les boys? Faut craindre. 100%. Ils ont gagné. 100%. Je veux dire, ils ont acheté la série mondiale qu'ils auraient dû avoir depuis des années. Oui, mais même à ça, Pop, justement, on parle que Judge ne s'est pas présenté durant cette série mondiale-là, mais Shohei Ohtani n'a pas connu une excellente série mondiale lui-même. Il a connu une série bien pire qu'Aaron Judge. Mais le narratif, il dira parce qu'il a gagné, Félix. Petite nuance. Voilà. Mais le narratif se rappelle quand même qu'il n'a pas été bon. Le narratif l'aide un peu dans le sens où il a été blessé. Fait que, tu sais, il s'achète un petit peu de sympathie comme ça. C'était la première fois qu'il était en série. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, c'est correct. Ceci étant dit, il n'a pas été bon. Tu sais, Freddie Freeman a été bon. Oscar Hernandez a été bon. Mookie Betts a été bon. On peut te nommer bien des gars qui ont été bons. Shohei Ohtani n'en fait pas partie. Non, vraiment pas. Puis, c'est éventuellement, tu sais, il l'a dit, son objectif, c'est de gagner 10 titres en 10 ans avec les Dodgers. Bon, ça me semble un peu optimiste, mais pour le biais de l'exercice, assumons qu'il veut en gagner vraiment 10 en 10 ans, ben il va falloir qu'il soit meilleur que ça en série mondiale dans les années à venir. Parce que oui, là, c'est beau, Freeman, Betts, Oscar, puis ça a été un bel effort collectif des Dodgers, surtout, mais ça va en prendre plus de la part de ton meilleur joueur. Tu sais, on casse du sucre sur le dos d'Aaron Judge parce qu'il n'en a pas donné assez, même si des Soto, des Stanton ont été solides, mais Ohtani, c'est un peu la même chose. Il a été un peu sauvé par des Freeman, par des Betts. La victoire pardonne bien des choses, par exemple. Donc, on va un peu oublier ces insuccès-là d'Ohtani. On va dire, il était blessé, puis l'an prochain, il va revenir. J'ai quand même vu quelqu'un oser utiliser l'excuse du Tommy John pour dire qu'il ne performait pas en série mondiale, quand ça n'a pas été utilisé de toute l'année. C'est-à-dire, c'est inacceptable d'utiliser cette excuse-là encore au mois d'octobre. Mais écoute, ça va en prendre plus d'Ohtani dans les années à venir. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. En série, surtout parce qu'en saison régulière, difficile de demander mieux. Là. Il n'a pas exactement été mauvais cette année, mais tu regardes ça et tu dis ça va en prendre plus de sa part, comme pour les Yankees, ça va en prendre plus de la part d'Aaron Judge. C'est aussi simple que ça. Les deux meilleurs joueurs, on attendait Ohtani contre Judge, on a eu Soto et Stanton contre Betts et Freeman. C'est ça qu'on a eu. Avec un soupçon de Tommy Edman au travers, juste pour dire... juste pour faire chier un petit peu, là, Tommy Edman. Mais là, Félix, là, tu es en train de me dire que vu que Shohei Ohtani n'a pas performé assez en séries éliminatoires, ça veut dire qu'en haut, les Dodgers se sont dit, c'est quoi, on n'est pas assez bon, on va aller signer Juan Soto.
Non, c'est pas ça. C'est ça que ça veut dire? Non, C'est ça que ça veut dire? non. Juan Soto to the Dodgers confirmed. Oh, si ça arrive, je sais pas si je vais avoir la force d'écouter du baseball l'an prochain. Ça se peut que ça devienne un podcast pas de baseball. Non, mais si ça arrive, Félix, tu vas pas le savoir, puis Charles-Alexis va être là en tant qu'invité surprise. Pas impossible. Imagine, man, je pars une semaine en huis clos, il signe avec les Dodgers, je reviens, puis hey, les gars, j'ai manqué quoi? Charles arrive de nulle part, puis il m'annonce ça. Je quitte le show. Pour toujours. Vous n'allez plus jamais parler de moi. Ça sera l'équivalent. Ça sera l'équivalent de quand Kevin Durant a signé avec Golden State. Félix, sais-tu qu'est-ce qui va arriver l'an prochain? Ce ne sera pas Juan Soto, mais ça va être Roki Sasaki. Puis là, vous allez pogner une série. Je ne sais pas si c'est la série entre les deux équipes et dans le Bronx, mais pour les besoins de la cause, ça va l'être. Vendredi soir, Yamamoto sur le monticule. Samedi soir, Sasaki. Baseball du dimanche soir, Shohei Ohtani. Bang, 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 balayage. J'espère pour eux que c'est en début de saison parce qu'au mois de juin, il y en a 2 des 3 qui vont être blessés. Fait qu'on va espérer que ça arrive au début de la saison. Ça, c'est vrai. Avec tout ça, Pop, je sais que c'était un thème lorsqu'on a commencé l'émission, mais tu sais, on les a oubliés un petit peu, mais à quel point est-ce que c'est le fun un peu de danser sur la tombe des Angels avec tout ça? Oh man, regarde. Moi, je suis juste triste pour Mike Trout. Tu sais, j'aime la loyauté dans la vie, puis je respecte 100% un gars qui décide de traverser les tempêtes puis les reconstructions pour, évidemment, peut-être à la moitié ou peut-être à la fin de sa carrière, goûter enfin un championnat. Mike Trout est là-dedans. Damian Lillard l'avait essayé avec les Trailblazers de Portland, ça n'a pas marché. Je sais pas. Tu sais, je veux pas danser sur la tombe des Angels parce que, ils se le font aux autres même, pour commencer. Puis, écoute, Mike Trout, à la fin de sa carrière, à sa dernière saison à la Raymond Bourque, va signer avec les Red Sox de Boston et gagner une série mondiale. J'aimerais là. T'as dit les Red Sox, mais c'est une drôle de façon de dire les Phillies de Philadelphie. Oh, ça aussi! mais j'ai encore sur le cœur. J'ai encore sur le cœur les Phillies au mois d'octobre. Ouais, c'était pas bon. Hein. Eux autres sont chanceux que ce soit du passé parce que ça n'a vraiment pas été extraordinaire. Mais écoute, tu parles des Angels. Moi, je veux pas danser sur la tombe des Angels dans le sens où, tu sais, Mike Trout, il mériterait de gagner des gars comme ça. Mais par exemple, j'ai envie de danser sur la tombe du propriétaire parce que quel propriétaire de cabochon qui est encore là. Et le seul espoir qu'on pensait qu'il y avait des chances de signer Shohei Ohtani à long terme, c'était quand il y a eu des rumeurs de vente, puis on s'est dit, enfin, ils vont faire quelque chose. Non! Le gars décide qu'il reste, puis il revient, puis c'est un des pires propriétaires du baseball. C'est peut-être pas le pire, parce qu'au moins, il donne de l'argent à des gros joueurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision à long terme. Lui, c'est juste comme, hey, lui, c'est un bon frappeur, il va le signer, OK, on lui donne un camion d'argent, puis ce sera ça. Ouais, mais il va falloir l'entourer avec des lanceurs. Excuse-moi, des quoi? On va en repêcher 20 en espérant qu'il y en ait un qui devienne un releveur de second ordre dans le baseball majeur. Ça n'a pas de sens comment les Angels sont gérés. Et le propriétaire mérite qu'on danse sur sa tombe. Les joueurs, non. Non, mais c'est pas grave parce que maintenant, Jorge Soler, qui est un héros de la Série mondiale 2021, va venir tout sauver les problèmes du club. Un DH qui est plus capable de jouer dans le champ, mais nous autres, c'est pas grave. Les Angels, nous autres, on est intelligents, on va le mettre dans le champ. On va encore couper les places de votre tueur de coin pour être vraiment sûr que Mike Trout reste dans le centre puis qu'il continue de se blesser. Bravo, les Angels. Quel chapeau. Mais j'en ai une pire parce que tu parles de il va jouer. Je pense qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est pas un voltigeur, puis ils vont le mettre frappeur de choix. Et je pense que c'est là qu'ils vont faire mal à Mike Trout. Parce que les Angels, où est-ce qu'ils sont épais, là, c'est de se dire regarde, Mike Trout, là, il est tout le temps blessé. On va continuer de le faire jouer au voltigeur de centre à tous les jours. L'an passé, il a joué 29 matchs, il en a joué 24 au champ centre. Ça aurait dû être 15 matchs dans le champ droit, 14 matchs comme frappeur de choix. Une journée sur 2, t'es frappeur de choix. Puis ça peut pas venir de Mike Trout parce que Mike Trout, c'est un homme fier, puis lui, il veut jouer comme chansante, puis il veut aider son équipe. C'est son gérant qu'il faut qu'il aille le voir puis qu'il dise, mon homme, t'es plus capable de faire ça. Pour maximiser ta santé, tu vas jouer dans un coin, puis tu vas jouer comme DH. Et là, ils viennent d'aller chercher un gars qui va vraiment mettre des bâtons dans les roues de ce projet-là. Puis oui, il est MVP de la Série mondiale, mais pour être MVP de la Série mondiale, il faut se rendre dans la Série mondiale. Puis ça n'arrivera pas. Puis ça, on parle de tout ce beau monde-là sans prendre compte qu'Anthony Rendon va encore jouer blessé l'année prochaine et qu'il va se ramasser DH alors qu'il ne sera même pas capable de jouer au troisième but. Juste le mot jouer, c'est inacceptable. Il va être blessé. Là. Il ne joue pas, Anthony Rendon. En fait, la fois où on va entendre parler de lui, on va entendre parler 2-3 fois. Okay?
fin avril, après, il va se déchirer un ischio-jambier, on le verra pas pendant des semaines. À un moment donné, il va avoir une mêlée générale, il va puncher quelqu'un, il va être suspendu pour aucune raison, mais il va être blessé, il ne pourra pas purger sa suspension. On va l'activer de la liste des blessés vers la fin de la saison pour qu'il purge sa suspension. Puis même s'il ne joue pas, il va se reblesser dans ces matchs-là où il est activé, il va manquer toute l'année d'après. Ça devrait ressembler à ça la prochaine saison pour Anthony Mantha. J'aime ça. C'est terrible. Terrible. C'est ce qui met finalement un grand terme à cette série cette saison 2024. Je me suis comme étouffé en vouloir rire de Félix. Mio est émotif. On sent toute son émotion. Vraiment. Ça a été une grosse journée. Félix, quel est ton sentiment au terme finalement de cette grande saison 2024 de baseball? Ben, écoute, je me dis qu'au moins, j'aurais pu voir mon équipe en série mondiale autre que quand j'étais encore à l'école primaire. Ce que beaucoup de fans des Jays ne peuvent pas dire. Mais, écoute, à quel prix? À quel prix j'aurais vu ça? Je sais pas. J'espère que Juan Soto va revenir. J'espère que cette équipe-là a encore une chance. Mais même si les Dodgers ont pu gagner dans l'année de Shohei Ohtani, dans l'année du contrat de Shohei Ohtani, est-ce que ce gars-là ne lance pas? Ça va être quoi l'an prochain? Man? Puis il y a du monde qui devrait revenir là, d'ici là. Ouais, je sais pas comment. Les Dodgers sont tellement bien placés en ce moment pour avoir du succès pendant des années. Puis c'est pour ça, tantôt, on parlait de Freeman. Je dis, s'il gagne une autre série mondiale, il va rentrer avec les Dodgers. Mais je m'excuse, mais je regarde les Dodgers en ce moment. Puis personne ne va me faire croire que d'ici 5 ans, cette équipe-là risque pas de gagner une, peut-être 2, peut-être même 3 séries mondiales. Puis je sais que ça peut tellement. Une série de 5 matchs, là, c'est tellement facile d'en échapper 3 et tout, mais il y a tellement de talent que je peux pas croire qu'on les reverra pas gagner une autre série mondiale d'ici les prochaines années. Mais c'est ce qui est le fun du monde du sport, c'est que. Puis je suis conscient avec ce sentiment-là est encore plus fort que les Dodgers. Mais qu'est-ce qu'on se disait il y a un an? Hey, les Rangers, ils font juste arriver. Ils vont être forts. Ils vont retrouver Jacob deGrom, puis ci, puis ça. Puis l'année d'avant, on se disait, les Astros, ça y est, sont capables de gagner sans tricher. Puis les Braves, fait à un moment donné, on peut reculer tout le temps. Puis peut-être que l'an prochain, on va se dire, mon Dieu, les Dodgers, finalement, c'était juste un flou. Puis ils ont encore perdu en série de division. Fait que c'est pas impossible, mais je suis d'accord avec toi qu'en ce moment, c'est assez peur. Les Orioles de Baltimore cette année, je pense que c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple que je peux donner. Mais Félix, juste pour conclure tout ce bloc baseball-là, tu dis que tu auras vu au moins cette équipe. Tu auras pu voir. Toi, je veux pas t'entendre. Je parlais plus aux 2 autres. Toi, je te parlais pas. Si tu veux, après le podcast, je peux te parler c'est quoi quand ton équipe gagne la série mondiale. C'est correct. C'est très correct. Je vais attendre de le vivre. Écoute, c'est très correct. J'apprécie ton offre, c'est vraiment, vraiment gentil. Mais si tu veux, Félix, je vais passer, c'est correct. Félix, il y a la saison de basketball qui est commencée. Vu qu'on jase aussi de qu'est-ce que ça fait quand ton club de basketball il gagne. Non, ça va être correct. On peut parler de non, pas mon équipe de football. Non, mais on peut parler de mon équipe. Non, on peut parler de mon équipe de hockey non plus. Non, mais c'est pas grave. On peut parler de je sais le CF. On peut parler du CF Montréal. Non, on peut pas parler des autres non plus. Hey, Félix, tu quand t'es allé au stade avec un beau poncho? C'était une belle histoire, ça. Le jour où est-ce que la Triple Blast va se lancer un Patreon, là, bien hâte de vous raconter ça en exclusivité parce que c'est du stock trop bon pour garder ça sur un podcast de même. Ça, c'est sûr que c'est du contenu de Patreon. Moi, je pourrais le sortir pour Patreon parce que je m'en fous, j'ai rien à gagner là-dedans. C'est au grand désarroi de Félix qu'on va te garder, Charles-Alexis, pour encore un petit moment. Non! On va jaser un petit peu de hockey, puis on va jaser certainement des Canadiens de Montréal, parce que, on le sait, c'est à Montagne Russe, mais en ce moment, la Montagne Russe est comme en chute libre. Là. On est rendu au sommet de notre Montagne Russe. Je veux dire, le sommet de la saison, ça a vraiment été 2 victoires en 24 heures, puis that's it. On a pique là un peu comme les Yankees en série mondiale. On s'est rendu là sans plus. Alors, une joute qu'on aime bien faire ici à la Triple Menace, c'est celle de porter la casquette du DG. Charles-Alexis, tu es maintenant DG des Canadiens de Montréal. Tu as 3 solutions à apporter. Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour ralentir tout ça? Puis, tu vas essayer de remettre peut-être un petit peu ce train sur les rails, puis essayer d'avoir un bon restant de saison. Écoute, moi, c'est sûr que mon premier objectif, c'est de revenir dans le sacro-saint mix. Mais non, mais pour vrai, la première chose que je fais, puis c'est très, très, très réaliste, tu dis à Christian Dvorak, pour vrai, tu vas aimer ça, le Cosmodome, parce que ça n'a pas de bon sens
que ce gars-là soit encore là. Tu n'as rien à gagner, à part certaines mises au jeu, à garder un gars comme Christian Dvorak dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que tu envoies le mauvais message au niveau de l'imputabilité de dire « Ah, ben écoute, forcez-vous, puis vous allez avoir votre place, parce qu'il y a bien des gars en bas qui le méritent beaucoup plus. » Fait que je pense que de soumettre Christian Dvorak et de l'envoyer à Laval serait une solution. C'est probablement la première chose que je ferais dans mes 3 solutions, et c'est sans doute la plus réaliste. La deuxième, c'est que tu regardes cette défensive-là, puis tu t'es départi de Jonathan Kovacevic, tu t'es départi de Jordan Harris, puis c'était correct, c'était la chose à faire probablement. Mais ta défensive en a souffert. Lane Hutton, aussi bon soit-il, on le voit souvent, il est pris à contre-pied. Ça prend un petit peu d'aide défensivement à ce niveau-là. Donc, j'irai me chercher de l'aide en défensive. Je ne pense pas que ce bon vieux Gustav Lindstrom n'est forcément la solution à Laval. Je pense que ça prend peut-être quelqu'un qui a un peu plus de millage, donc j'effectuerai une transaction pour aller le chercher. Et dans une troisième solution qui est tout aussi réaliste, je pense que je fais avancer la science pour guérir le genou de Carey Price et le ramener devant le filet. Est-ce que tu pourrais lui donner le tien? Et pour vrai, non, parce que j'aime beaucoup mon genou. Écoute, non, mais juste pour vous dire, on avait prévu de ce bloc-là faire Charles donne 3 solutions, Pop puis moi, qui sont ses adjoints, on lui donne une solution de plus. Charles, je te jure, j'avais prévu faire en sorte que la mienne soit un peu une joke puis dire hey, si on fait trouver un médecin qui serait capable de guérir le genou de Carey Price, ce serait vraiment le fun. Mais là, tu m'as volé ma joke puis je suis vraiment fâché. Fait que Pop, vas-y le temps que je me défâche un peu puis je trouve une autre joke à sortir parce que je suis vraiment trop fâché. Félix, si tu veux te remonter le moral, dis-toi que Martin Saint-Louis a essayé de mettre Josh Anderson avec Nick Suzuki et Cole Caulfield en pensant qu'il allait relancer son attaque. Un test pour la énième fois, ce gars-là, pour la énième fois, on a essayé de mettre Josh Anderson sur la première ligne. Et comme de fait, le Canadien a complètement été flat dans les 2 premières périodes. Ben oui. Et à la seconde que Kirby Dach a pris sa place en 3e, là, soudainement, le Canadien était parti sur la glace. Shout out d'ailleurs, Charles-Alexis, tu parlais de Christian Dvorak. Mon ami Michael, qui est aussi un auditeur de l'émission, qui hier, après que les Pingouins aient pris l'avance de 2-0, écrit sur Twitter « What are the odds we take Dvorak and fire him straight into space? » Et puis après ça, après la défaite, écrit « Plus fucking capable. Matheson, nul. Dvorak, nul. Anderson, nul. Asti de calice. Pourquoi Dvorak est sur la glace, il fait rien? Matheson lui donne la petite puck non-stop à l'autre calice d'équipe. Tabarnak de calice, Martin. T'es pas mieux de sortir une phrase BS post-game calice. C'est nuancé comme ça. Mais, mais moi, tu parles de Martin Saint-Louis. Est-ce que sa définition de punir des gars, c'est de leur donner du temps de jeu à 5 contre 3? Pourquoi Joël Armia? Pourquoi Christian Dvorak? Pourquoi tu donnes du temps de jeu à Emil Heinemann sur le premier trio, mais rendu en powerplay, tu fais « Oh non, il y a trop un bon tir pour être là. » Écoute, on sait qu'il a parlé à Roman Rothenberg avant le début de la saison pour le temps de jeu d'Ivan Demidov. Peut-être que c'est lui qui a donné l'idée à Rothenberg de ne pas donner de temps de jeu sur le premier trio à Demidov, même s'il faisait bien, pour laisser les vétérans jouer. Peut-être que ça vient de là aussi. Il faut peut-être se poser la question. Peut-être que la conversation a été fructueuse, puis les deux se sont donné ce conseil-là. C'est peut-être ça qui arrive aussi. C'est-tu ta solution pour ça, Félix? Non, moi, ma solution, ce serait de trouver une façon de convaincre le DG des Oilers d'échanger Connor McDavid contre Jean-Christian Dvorak. Mais il est blessé en ce moment. Je pense qu'il va falloir t'attendre, il est blessé. Ben, c'est ça, il est blessé, il a presque plus de valeur. Ils ont Dvorak qu'on leur donne, ils peuvent le mettre dans leur line-up d'un matin. D'après moi, ça pourrait les convaincre. Non, plus réalistement, ma solution, Est-ce que ça serait du renfort à Samuel Montembeault? Il y a, peut-être, je pense que c'est peut-être vers là que je me tourne, parce qu'écoute, il y a tellement de problèmes en ce moment, puis j'ai l'impression qu'on pourrait faire un show de 4 heures sur comment régler le Canadien en ce moment. Je pense que, là, c'est un peu compliqué de le faire, parce qu'à Laval, en ce moment, tu sais, Dobèche est blessé, puis il y a comme un peu d'incertitude devant le filet, mais si Dobèche revient bientôt, je pense que je balloterais Cayden Primo. Je pense que je l'enverrai au balotage, je pense qu'on voit clairement que ça fonctionne peut-être moins bien, puis j'essaierais Connor Hughes, qui fait tellement du bon travail à Laval en ce moment. Oui, c'est sûr que tu risques de perdre Primo pour rien, mais sérieusement, en ce moment, Primo n'est pas un gardien de la LNH. Peut-être qu'il va le devenir, peut-être le développement d'un gardien, c'est tellement pas quelque chose de linéaire et tout, mais je pense qu'en ce moment, tu as besoin d'un électrochoc. Puis je repense à ce qui s'est passé à Laval l'an passé,
quand Casimir Kaskisuo est arrivé parce que Dobèche allait vraiment pas bien. Puis juste d'y mettre une présence de vétéran à côté de lui, ça avait vraiment comme changé les choses. Ça avait comme donné un peu de confiance aux jeunes et tout. Puis, Montembeault n'est pas nécessairement un jeune comme Dobèche l'était, mais en ce moment, on sent que la confiance des gardiens est vraiment effritée à Montréal. Oui, hier, ça a bien été pour Montembeault, mais si on regarde, mettons, les derniers matchs, c'est pas rare qu'on accorde des 6, 7, 8 buts ou que Montembeault finit même pas la première période. Peut-être que tu essayes quelque chose en ce moment ou tu trouves peut-être un autre gardien, là, sans que ce soit Connor Hughes, un autre vétéran qui est disponible. Juste donner une présence de vétéran. Puis c'est là que tu dis à quel point Jake Allen faisait quelque chose d'important en dehors de la glace pour ces gardiens-là. Oui, le ménage à 3 n'était pas idéal, mais d'avoir ce vétéran-là sur lequel tu pouvais t'appuyer, ça te donnait quand même un peu de soutien à ces gardiens-là qui n'ont peut-être pas nécessairement l'expérience qu'un gars comme Allen avait. Fait que si on est capable d'aller chercher un gardien comme ça, peut-être un vieux routier, un gars qui a de l'expérience, pour moi, ça vaut la peine de l'essayer. Puis en ce moment, surtout avec les gardiens qui s'en viennent, est-ce que perdre Primo, c'est si grave que ça? C'est ça que je me demande. Mais moi, là, écoute... mais je me dis, je pense qu'on mettrait Igor Shesterkin devant le filet du Canadien, puis on serait shell de même. C'est atroce comment c'est. Défensivement, je pense, même dans le rebuild qu'on vit, même la fameuse demi-saison de Dominique Ducharme, je pense que j'ai jamais vu le Canadien jouer aussi mal défensivement à 5 contre 5 dans sa zone. C'est dégueulasse. Mais là, c'était quoi? C'était match contre les Golden Knights, je pense, que c'est resté un véritable 2 minutes en zone défensive. Là. Ah, c'était pas contre Vegas, c'était contre... Ah oui, c'était contre Vegas, je m'en souviens. C'était pas contre Seattle? Hier, je me suis plutôt cette année, là, je pense qu'il y avait Mayu Kapanen qui était resté dans leur zone pendant 4 minutes. Je sais pas c'était contre qui, mais cette séquence-là, c'était horrible. Mais tu sais quoi, Félix, le fait qu'on s'en rappelle pas, c'est une bonne chose. Oui, peut-être. Ou inquiétant parce qu'il y en a tellement eu qu'on ne se souvient pas c'est lesquels. Mais le temps est juste un cycle qui se répète. Puis je veux dire, on a vu 2 mardis consécutifs qui n'ont pas été très glorieux, soit dit en passant. Ouais, mais c'est parce que la seule différence, c'est que l'autre fois, les jeudis et les samedis, on gagnait. Même le dimanche, on gagnait le dimanche. Je sais qu'on gagnait le dimanche. Invaincu le dimanche, le Canadien, pourquoi on est si négatif? Ouais, pourquoi on joue pas juste le dimanche tout le temps? J'ai déjà hâte au dimanche du Super Bowl. D'habitude, le Canadien gagne. Le dimanche du Super Bowl, le Canadien a toujours l'air d'un contender pour la Coupe Stanley le dimanche du Super Bowl. Mais aussi, écoute, Félix, pas grand-chose d'être éliminé. Juste faire du chemin, Félix, sur ce que tu disais. Moi je pense, tu sais, j'ai fait la joke de Carey Price, évidemment. Ouais. Je pense pas que la solution, c'est d'envoyer Primo au balotage parce que je pense qu'il est trop tôt. Je pense que tu peux te finir par te mordre les doigts. Je pense pas qu'il va nécessairement donner un grand gardien, mais on n'a pas traversé tout ça l'an passé à rester à 3 gardiens pour finalement se départir de Kevin Primo. Ceci étant dit, j'amène un éclairage différent sur le ménage à 3. On a tellement chialé, mais ça marchait. Les goalers roulaient quand même pas pire à 3. Penses-tu que c'est question, on répartit à leur charge de travail puis ça amenait un certain leadership? Je pense pas que c'est Hughes qui peut amener ça, Connor Hughes. Je pense pas que Dobèche est rendu là dans sa progression de jouer dans la Ligue nationale, même si un jour il en sera là. Mais je te suggère un nom. Louis Domingue. Tu sais, pourquoi pour vrai, tu roules à 3 gardiens, tu roules avec un Louis Domingue. Louis Domingue n'est pas celui qui joue le plus, mais il donne un peu de challenge à l'interne. Ça force de, hey, on peut lui donner des matchs si t'es pas assez bon, peut amener du leadership, connaît quand même la Ligue nationale. Puis tu sais, c'est un nom parmi tant d'autres, pas obligé d'être lui. Mais d'amener un gars comme ça, Allen, il y avait peut-être plus d'importance qu'on pensait à ce niveau-là, parce que tout le monde, on dirait, tombait un petit peu plus dans sa chaise, même si Jake Allen jouait mal puis il jouait trop. Mais c'était peut-être pas si mauvais que ça, le ménage à 3. Je te dis pas que c'est la solution à long terme, je te dis pas que c'est l'avenir des gardiens de but dans la Ligue nationale, mais c'était pas si mauvais que ça, le ménage. Est-ce que quelqu'un sait s'il y a Yaroslav Valak qui est tranquille ces temps-ci, s'il cherche de la job, parce qu'on a peut-être une job pour lui? Ça, c'est vrai. On pourrait lui donner un essai comme les Hurricanes. Ça marche pas. Ouais, mais là, Charles-Alexis, vite de même, là, finalement, est-ce que Marc Bergevin passait pour un génie quand on a repêché Zachary Foucault en 2013? Peut-être pour ça qu'on avait repêché. Peut-être pour ça qu'on avait repêché Zachary Foucault. Zachary Foucault, là, si c'était pas d'une erreur de sa défensive à Washington, il serait peut-être encore intouchable dans la Ligue nationale de hockey. C'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a eu du succès dans un très petit échantillon. C'est très petit échantillon. Mais oui, s'il y a eu du succès là-dedans. Ouais. Un match et demi. Ça a pris une pénalité délayée là, pour que les Capitals accordent un but. Peut-être qu'il serait encore invaincu, on ne le sait pas. On le sait pas. Peut-être. La réponse tout ce temps-là, les gars, c'était juste Charlie Lindgren. C'était juste depuis le début. Regarde comment il est bon à Washington. Ouais. C'est tough un peu, mais l'année passée. c'est ça.
on ignore un petit peu Carey, le match. il y a On s'en Carey, fout, les il a gagné. Il a gagné, esti. Ouais. All right. Charles-Alexis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félix, as-tu un dernier mot à dire à Charles-Alexis avant qu'on Pas le obligé de revenir. Fait que la prochaine fois que tu vas être de retour, à l'émission, on le dira pas à Félix. Mais Non. Charles-Alexis, pour les auditeurs, si jamais vous voulez le suivre, vous pouvez aller le lire sur Passion MLB. Sinon, écoutez le balado Passion MLB tous les jeudis soirs en direct. Sinon, aussi disponible. Charles-Alexis, le tapis rouge est à toi vers la fin. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ben, toujours un plaisir, les boys, de venir vous jaser. C'est un bon défoulement de venir jaser de sport de façon librement comme ça. Donc, lâchez pas votre bon travail. Puis, je vais te dire merci quand même à Félix, même si tu m'as dit une petite vacherie à la fin, parce que je décide de prendre the high road et d'être la grande personne d'entre les deux. Hey. Donc, je te remercie de ton invitation. Mon cœur est rempli de joie suite à la petite place que tu m'as faite dans ton écosystème. Donc, merci beaucoup à tous les trois, les boys. Puis, on se rejase une prochaine fois. Même mon si homme, sa merci sagesse beaucoup. et sa maturité me tape ses nerfs, c'est épouvantable. Merci. Non, mais Félix, t'es encore un adolescent de 12 ans. La maturité, ça va arriver à un moment donné. Ben oui. C'est Non, ça. sérieusement, merci. Merci à toi, Charles, d'être venu. Puis on se refait ça bientôt. Yes, merci les boys. Ciao, Salut. ciao. Bye-bye. Non, mais on peut-tu se le dire? Quel hostie... Ah, c'est pas vrai. Ah, là, on peut commencer à avoir du fun pour de vrai. Là. Tu peux commencer à avoir du fun. Les Yankees n'ont pas plus gagné la Série mondiale. là. C'est pas gentil, ça. C'est cheap. Non, mais comme quoi c'est difficile. Non, mais Félix, dis-toi, les Titans ont gagné un match aujourd'hui. Il y a un match. Puis c'est drôle en plus parce que dans les notes, puis quand je faisais un petit peu le table ronde avec Pop avant que tu arrives, j'ai spécifiquement écrit dans les notes, pas besoin de mentionner que les Titans ont gagné aujourd'hui. Non, pas besoin. Honnêtement, c'était épouvantable comme match. Je l'ai écouté, puis man, c'était laborieux à écouter. C'était deux équipes, c'était vraiment du... Imaginez un match de football laid, là, multipliez ça par 10, puis ça ressemble à peu près à ce qu'il y avait sur le terrain aujourd'hui entre les Titans et les Pats. C'était de loin deux des pires équipes de la Ligue. Tu sais, le meme là, de la fausse miniature YouTube, là, deux idiots qui se battent dans le combat le plus stupide que j'ai vu de toute ma vie. C'était pas mal ça qui s'est passé. C'était tellement laid comme match. Puis les Titans ont gagné. C'était peut-être mauvais pour leur rang au repêchage, mais au moins, écoute, peut-être la dernière victoire pour cette équipe-là cette saison. Les Pats, c'est un adversaire qui était prenable. Puis c'est... Bravo. C'est une bonne chose de faite. Puis... Félix, préférais-tu être un fan des Cowboys en ce moment? Non, quand même pas. Parce que, mon Dieu, que ça va mal, les Cowboys. Non, mais, tu sais, les Cowboys, c'est comme top 5 équipes qu'on, tu sais, on aime ça les voir perdre. Les Patriots, on aime ça les voir perdre parce qu'ils ont été si longtemps bons, puis ils ont gagné. Puis, tu sais, finalement, c'est le fun de voir qu'ils sont au même niveau qu'à peu près tout le monde. Les Cowboys, on joue toujours avec des attentes. Puis là, aujourd'hui, on s'en fait virer une par les Faucons. Puis là, pour ça, tu vois aussi Dak Prescott qui a encore une fois un match là. Puis il se retrouve après ça, puis bien sûr, après avoir laissé sa place à Cooper Rush, là, on le voit sur les lignes de côté. We fucking suck, man. OK, ça t'a pris 8 matchs pour réaliser que ton équipe était nulle à chier. Et puis Prescott... Puis ça, c'est avant qu'on parle que CeeDee Lamb aussi s'est blessé dans cette match. Prescott est blessé, puis CeeDee Lamb est blessé. Sérieusement, je pense que dans pas long, on va peut-être être... Tu sais, avant, il y avait Aikman, il y avait Emmitt Smith, puis il y avait Michael Irvin. Puis tu sais, récemment, ils ont eu les Prescott, Elliott, puis voyons, Des Bryant. Ezekiel Elliott sur quoi 2024, Pop, Félix? Ouais, non, mais avant 2016-2017, là. Mais dans pas long, rendu là, peut-être qu'ils vont nous appeler la semaine prochaine puis qu'on va être carrière running back puis recevoir cette équipe-là. Parce Non, pas ces genoux-là. pour les Cowboys. Pas ces Tu genoux-là. pour les Cowboys? Pas nous, pas avec ces genoux-là non plus. Ah non, OK. Non, mais ça dépend. Est-ce que Jerry Jones veut même payer? Regarde, au pire, Chris, je suis citoyen canadien, fait que je peux me faire casser les genoux, puis tu sais quoi? Ça va pas me coûter si cher que ça. Voilà. C'est pas si pire. Voilà. Mais avec cette défaite-là, des Cowboys, dure semaine pour être un partisan des Yankees. Hein. T'as les Yankees et les Oh! Cowboys.
Ah, Non, mais c'est le meme que genre les fans des Yankees prennent pour les Lakers puis les Cowboys. Là. Et puis en plus, le Crimson Tide n'a pas une bonne année. Roll Tide! Dur aussi à Dallas, mais non seulement, il n'y a pas juste les Titans qui sont fucking bums qui ont gagné aujourd'hui, mais ça, m'a donné, ça fait du bien de voir ça. Bryce Young qui gagne finalement un match cette année. Ouais. Ça fait du bien de voir. Ça fait du bien de voir ça. Puis, bon, OK, ça arrive un peu contre les Saints que, ben, on avait un petit peu en bonne estime après 2 semaines de travail. Puis là, honnêtement, je veux dire, on rit, mais les Saints sont rendus pas mal au même niveau que les Panthers, là. Hey, j'étais abasourdi par les Saints après 2 semaines, puis j'ai l'impression que ça fait 3 ans de ça. Ça fait 5 semaines, genre quelque chose de même. Ça fait 1 mois et demi, j'ai l'impression que ça fait 4 ans. Ben, les Saints, en fait, les Saints maintenant sont derniers au classement du sud de la NFC. Là. C'est dégueulasse de même. Là. Ah ouais. C'est derrière les Panthers. T'sais. C'est drôle parce que si les Titans avaient perdu ce match-là, ça aurait été la seule équipe à une victoire de toute la NFL cette saison. Les Titans ont gagné finalement aussi des Panthers. Donc tout le monde a au moins 2 victoires, mais il y a pas mal d'équipes à 2 victoires. Puis c'est pas des équipes glorieuses qui sont à 2 victoires. Tu sais, à 2 victoires, tu es avec les Titans, tu es avec les Panthers, tu es avec Jacksonville, tu es avec. Il y en a un autre que j'oublie aussi. Les Pats sont à 2 victoires. Les Dolphins, c'est une drôle d'équipe à 2 victoires. Les Raiders, les Browns, tu sais, c'est pas exactement la crème de la crème de la NFL. Tu regardes ça, tu te dis, les Saints, qu'après 2 semaines, on se disait, waouh, est-ce que c'est la meilleure attaque de toute la NFL? Maintenant, on se demande, waouh, est-ce qu'ils vont être capables de gagner un autre match un jour? Là, aujourd'hui, en plus, tu as Michael Thomas puis le frère de Chris Olave qui se sont mis à envoyer chier Derek Carr sur les réseaux sociaux publiquement. Puis le frère de Olave qui dit peut-être que ça ne vaut pas la peine de continuer si c'est avec les Saints. Tu sais, le chaos est pris en Nouvelle-Orléans. Tu te demandes qu'est-ce qui attend cette équipe-là dans les prochaines semaines. Dennis Allen, je ne peux pas croire que ce gars-là n'a pas été congédié il y a 3 semaines. Quel entraîneur épouvantable. Puis je pense que ça prend un changement de voix chez les Saints. Ça prend un autre entraîneur. J'aimais pas l'embauche le jour où elle a été faite. Je la trouve plus stupide à chaque semaine qui passe. Il faut changer l'entraîneur. Je pense que ça passe peut-être par là pour relancer les Saints parce qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas du tout pour les Saints de Nouvelle-Orléans. C'est définitivement une drôle de saison, mais Pop, vas-y avant. Là. Est-ce qu'on peut dire la même affaire des Cowboys de Dallas? Est-ce que Mike McCarthy, ça commence à être le temps? Parce que... Mike McCarthy, ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu le match aujourd'hui. Des tentatives à 4e essai, t'es 0 en 3, t'as essayé un punt déguisé, puis finalement, ça s'est quasiment fini par une interception. Là. Ça n'a même pas passé proche de réussir. Et je me demande même, Doug Peterson, je l'ai déjà dit, moi, je pensais qu'après le match à Londres, c'était terminé, il n'allait plus coacher les Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars ont besoin... Y avait-tu besoin d'un placement ou d'un toucher? Je ne me souviens plus exactement. Il reste 1 minute 45. Tu t'en vas en zone profonde au lieu d'établir le jeu au sol puis d'essayer de brûler des timers puis peut-être même du temps aux Eagles pour essayer peut-être de les empêcher de faire une remontée. Et Trevor Lawrence, bon, OK, là, tu me diras hindsight is 2020 là-dessus. Mais tenter une passe de même alors que tu aurais pu établir un jeu au sol pour brûler du cadran, moi, je m'excuse, c'était pas la chose à faire pour Jacksonville. Et là, je pense que là, la réserve commence à être pleine. Là. Je pense que Doug Peterson, Mike McCarthy, là, ça prepare to run Chinese body. Là. Ça se peut. Puis là, la date limite qui s'en vient, avec la date limite des transactions, mardi, il y a des joueurs qui vont être échangés, puis ça ira pas en s'améliorant pour ces équipes-là. Ce que je veux dire, là, Pop, on va l'avoir maintenant, cette affaire-là, là, c'est apprends-toi prépare-toi à apprendre le français, mon chum, parce que tu t'en vas jouer au Canada. Tu t'en vas dans CFL. Tu t'en vas dans CFL, mon chum. En tout cas, prochain candidat, une fois que son contrat, en fait, une fois qu'il se fasse racheter son contrat, c'est définitivement Daniel Jones. Parce que c'est tellement la saison la plus cursed ever. Daniel Jones qui, non seulement pour la première fois en 672 jours, a lancé une passe de toucher à domicile. Mais en plus de ça, est-ce que vous avez vu sa ligne de stats après la première demi?
Oui, oui, je l'ai vu. C'est Oui. horrible. Oh. Pour les gens à la Oh. maison, OK, c'était 4 passes complétées en 4 tentatives. Tu me diras... En 6, 4 en 6, 4 en En 6. 6-6. Aucune verge, mais un touché. Oh, ça me. Daniel Jones. Non, ça me rappelle. C'était pas Jerome Bettis aussi, à un moment donné, qui avait genre fait 4 touchés. Genre, Attention à qui ce que avait tu fini- vas dire. Attention à Mais ce non. que tu vas dire. Mais non, je veux pas slender Jerome Bettis, mais ça avait une stat line de ça. Le gars avait fini genre 4 touchés, puis genre une verge au sol. C'était absolument incroyable. Ça se peut. C'est son genre. Ce serait Ça, c'est la culture des Steelers, mon chum. On s'en fout combien t'as de stade, c'est la victoire. Par la course, d'ailleurs. Hey, les Steelers n'ont même pas joué aujourd'hui. Il fallait vraiment qu'on le Non, plug, non, le c'est ça. standard aujourd'hui. Non, pas de campagne de propagande des Steelers cette semaine. Non, on peut oublier ça. Yes. Félix, au grand plaisir de Félix, d'ailleurs. Au-delà de ça, Félix, j'ai pensé un petit peu à toi cette semaine. Weird, hein? Mais quand je regardais le match des Jets, déjà de 1, je me suis dit, dans quel monde est-ce que les Jets gagneraient ce match-là? Après tout, on est contre les Texans. Finalement, dans ce qui était un match absolument moyen, OK? Moyen des Texans. T'es gentil, les je Jets, trouve. Ouais, t'es gentil. c'est honnêtement, je dis oui, OK, oui. Tu sais, la meilleure chose qui aurait pu arriver d'ailleurs aux Texans, c'est que Stephon Diggs littéralement soit blessé pour le restant de la saison. Genre, c'est fait. Il ne peut pas être une distraction par son comportement sur le terrain. Mais là, Nico Collins qui devrait revenir, je pense qu'on dit peut-être en fin de semaine prochaine, devrait revenir. Ouais, je pense que c'est semaine 11. Puis je pense Ouais. qu'on vise dans 2 semaines. Oh, ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, les Jets qui là maintenant sont 3-6, les chances que les Jets se rendent en séries éliminatoires ont été calculées à 5%. Félix, quelle autre équipe à 3-6 qui n'avait que 5% de se rendre en séries éliminatoires a réussi à remonter cette pente-là? Attends un petit peu, laisse-moi penser. C'est drôle, ça me dit de quoi? Ça me dirait en même temps. Il me semble que j'avais parlé de cette équipe-là comme la meilleure équipe de 4 et 6 de toute la NFL. T'as un petit peu. Est-ce que c'est les Rams de l'année passée? Puis Ce sont les c'est drôle parce qu'on parle des Rams, puis est-ce qu'ils sont encore en train de faire le coup cette année? En tout cas, on a peut-être passé à une possession que ta campagne de propagande prenne un méchant coup d'aile contre les Seahawks aujourd'hui. On est passé à un arbitre qui a un power trip de sortir Puka Nacua de la game, qu'on n'ait même pas cette discussion-là à propos d'une possession. Hey, Ouf, man. les gars, pour revenir sur les Jets, là, on peut-tu parler d'un jeu qui a vraiment comme renvoyer le momentum complètement de ce match-là? Quel catch de Garrett Wilson. Quel catch de Garrett Wilson. Maintenant, là, la grosse affaire, j'ai tellement hâte qu'on parle avec les jeunes qui ont 14 ans aujourd'hui. Puis nous autres, on va être rendu au statut de Uncle Otto à Pop. Ça fait un bout qu'il était déjà là-dedans. Mais Félix et moi, on va avoir notre moment Uncle qui te dit l'attrapé d'Odell Beckham Jr. était clairement le meilleur attrapé. Ouais. Et puis là, quelqu'un qui a 14 ans aujourd'hui va dire va te recoucher, c'est Garrett Wilson qui a le meilleur attrapé. Là. Ouais, c'est le OBJ moderne dans le sens de c'est un attrapé qui est. Moderne. Même stade en plus. Moderne. Même stade en plus. Puis peut-être pas le même uniforme, mais c'est deux attrapés qui sont un peu différents. Je pense que celui de. Techniquement, mettons, je pense que celui d'OBJ est plus impressionnant parce qu'il y a vraiment comme un gars sur lui, puis c'est en reculant. OBJ, ça n'a aucun sens, mais Garrett Wilson avait l'air du logo de la compagnie Jordan en attrapant ce ballon-là. C'était. Littéralement. Quel attrapé, Garrett Wilson? Quel attrapé. Bien ironiquement. Je sais pas à quel point sa main était élevée. Ça devait être vraiment parce qu'il saute, sa main est pleine extension, puis c'est incroyable. Bien ironiquement, Garrett Wilson, qui est un athlète Adidas, mais est coéquipier avec Davante Adams, qui lui est un athlète Jordan. Puis là, il a essayé de faire comme une petite campagne de hey, non, mais tu sais, il y a tant avec nous autres chez Jordan, tu sais. Bon, après ça, tu as Adidas qui fait un message d'annonce, fait Garrett Wilson ne s'en va nulle part. Il reste chez Adidas. Cool, mais honnêtement, tu sais quoi? J'allais pas parler des Steelers, mais je vais le faire. George Pickens s'est fait refuser un toucher pour avoir fait quelque chose de similaire.
Il a tapé 2 fois le pied droit et on ne lui a pas donné le toucher. Garrett Wilson, il l'a eu. Ouais. New York, hein? Non, mais c'est à cause que genou, c'est... non, mais c'est le genou, c'est le genou. Ah, bullshit, bullshit. Ça pour dire, j'ai envie de savoir vite, les boys, avant qu'on passe au basket. Est-ce que les Jets se rendent en séries éliminatoires? Non. Oui. Oui, les Jets se rendent en série. Oui. Regarde, je sais que tu regardes ça, tu dis, Félix, arrête d'y croire, ça marche pas. Cette équipe-là est 3-6, cette équipe-là n'est pas si bonne que ça. Mais la victoire contre les Texans, j'ai l'impression que c'est le genre de victoire qui peut te changer une saison. OK, Félix. Puis l'AFC, on en avait jasé. C'est prenant. Tu sais, je regarde juste, là, 2 secondes de regarder le portrait dans la AFC, là, OK? Tu sais, oui, les Bills vont être là. Oui, les Chiefs vont être là. Les Steelers, les Ravens, puis les Texans. Est-ce que les Jets, après ça, les Jets se ramassent dans une lutte avec les Chargers, les Broncos, les Bengals, les Colts? Je m'excuse, mais les Jets sont capables de rivaliser avec ces équipes-là. J'y crois sérieusement. Ça va prendre une fin de saison incroyable. Une deuxième moitié de saison vraiment, vraiment solide des Jets. Mais je suis pas aussi sûr que je l'étais pour les Rams l'an passé. Mais man, il y a trop de talent pour que j'y crois pas. Ça n'a aucun... Il y a tellement de talent. Félix, le dernier recours qu'on aime beaucoup parler dans le sport, là, quand plus rien fonctionne, c'est le pouvoir de l'amitié. Ouais. On a tenté de construire ces Jets par le pouvoir de l'amitié. Aaron Rodgers a voulu construire ça. Oui. Littéralement, tu sais, quand on dit tu te fais ta propre team sur Madden, ben Aaron Rodgers, lui, il s'est fait sa propre équipe Madden, mais en vraie vie, tu sais, juste que là, il joue un peu comme avec les sentiments des partisans, puis même en plus, c'était l'Halloween même, en fait, puis tu voyais des gens déguisés avec le classique sac de papier brun sur la tête. Bon, finalement, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont enlevé parce que, turns out, les Jets l'ont emporté, mais... Félix, man, j'ai hâte de te reparler dans quelques semaines quand les Jets vont être 3-10, puis on va dire... Quoi t'as pensé? Ça se peut. Honnêtement, c'est pas impossible. J'y crois moins que j'y croyais pour les Rams, mais tu sais quoi, j'ai envie d'y croire quand même. J'ai envie d'y croire. C'est certainement une des équipes qui connaît une mauvaise saison, mais c'est correct. Je peux pas dire grand-chose parce que moi aussi, mes Raptors de Toronto, les boys, ils connaissent une saison absolument exécrable, puis elle vient juste de commencer. Comme quoi, on peut rien avoir de le fun au basketball. Regarde. Au moins, shout-out aux Raptors. Le numéro 15 de Vince Carter est retiré. Puis personne ne pourra porter ce numéro 15-là. Le prochain va être Kyle Lowry, définitivement. Puis là, après ça, il y a Drake aussi au passage. Je ne sais pas si vous avez vu les commentaires de Drake qui dit s'ils font à DeRozan, je m'en vais la tirer en bas. Comme quoi, genre, il riait-tu ou est-ce qu'il ne riait pas? Il riait pas parce qu'il faut se rappeler que dans tout le beef avec Kendrick Lamar, DeMar DeRozan s'est ramassé dans le camp de Kendrick. Ont apparu dans les vidéos de Not Like Us. C'est ça, Kendrick Lamar comme DeMar DeRozan est natif de Compton. Compton represent. Voilà, mais en même temps, tu sais, le DeRozan, Drake, Toronto, c'est un petit peu curieux là-dessus, mais bon, on n'est pas une chaîne de rap ici, on n'est pas Anthony Fantano, bien que Félix porte tout aussi bien les lunettes, puis écoute peut-être autant de musique qu'Anthony Fantano, mais tout ce que j'ai à dire avec ça, les gars, c'est que la NBA est tellement fucking de retour parce que tout le monde est fucking blessé. Puis j'ai sorti quand même une petite liste, là. Vous pouvez aller voir, même ESPN ont le palmarès complet des joueurs par formation qui sont blessés. Je pense que la moyenne de joueurs blessés dans une équipe est 5 à 6. Je tiens à rappeler, une organisation de la NBA, c'est 15 contrats. Et tu es en train de me dire que le tiers d'entre eux sont blessés. J'ai sorti quelques noms d'ailleurs, les gars, avec ça. Jaylen Brown, Zach LaVine, Lonzo Ball qui est déjà blessé, mais cette fois-ci, ce n'est pas son genou, c'est son poignet. Jamal Murray, Stephen Curry, Kawhi Leonard. Bon, ça, Kawhi Leonard et Jamal Murray, c'est rendus là, sont plus blessés qu'ils ne le sont pas. Lonzo Ball aussi. Anthony Davis qui part mal sa saison au MVP finalement. Encore une fois. On a parlé la semaine passée. Hein, il est potentiel MVP, mais est-ce qu'il va jouer assez de matchs? D'Angelo Russell, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard n'est pas encore blessé, mais sinon Zion Williamson, Paolo Banchero et Scottie Barnes. Il y a quoi dans l'eau ou dans le Gatorade dans la NBA pour que tout le monde se blesse de même? C'est un sport hyper... C'est un sport demandant athlétiquement, j'imagine. Puis mettons, les genoux, puis tout, c'est souvent des blessures qui reviennent parce que c'est éprouvant pour les genoux. On parle beaucoup au hockey, mettons, des gardiens de but et tout. Puis
ça l'est beaucoup moins que la NBA l'est moins que pour un gardien de but, mais tu sais, t'es quand même tout le temps en mouvement, tu coupes tout le temps, puis c'est très demandant. Puis c'est fascinant de voir que tu as autant de joueurs blessés, mais tu as des joueurs qui sont des hommes de fer qui sont jamais blessés. Tu sais, je pense Anthony Edwards en est un qui, sérieusement, ce gars-là, mené, va se faire tirer au deuxième quart, va revenir pour le troisième. Josh Hart avec les Knicks qui manque jamais un match, qui va jouer 48 minutes, soir après soir, après soir, après soir, il n'y aura pas de problème. Tu sais, tu as certains gars comme ça qui ont l'air pas tuables. Puis il y en a tellement qui sont tout le temps blessés. Puis ben, c'est dommage parce que ça dilue la qualité du produit. Puis là, on arrive dans un monde où ben, les équipes veulent essayer d'être dans la prévention avec le load management, c'est gérer la charge de travail des gars. Mais là, la NBA veut pas que les équipes gèrent la charge de travail parce que ben, elle veut que les meilleurs joueurs jouent. Fait que là, on arrive dans une situation où est-ce qu'il y a un problème, des solutions qui font pas l'affaire de tout le monde, puis ça n'a pas de bon sens. Je sais pas comment on peut se sortir de ça, parce que tu l'as dit, ça fait quoi? Ça fait une dizaine de jours que la saison a commencé. 5 joueurs blessés par équipe, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, je vais sortir mon take de boomer là-dessus, parce que en étant le doyen là-dessus, moi, je fais juste dire, le monde s'entraîne trop l'été. Ça se peut. C'est très possible. Probablement, faudrait le ramener monde s'entraîne trop l'été. Pouvez-vous prendre un break puis avoir du fun puis pogner 15 livres si ça vous tente même? Tu sais, ayez du fun. Les Jeux olympiques qui ont mis de la charge de travail aussi à beaucoup des joueurs vedettes. Il faut considérer ça valait la peine. On a eu de très bons olympiques. Mais... Oui. Je dis pas que ça valait pas la peine, mais je dis que il y a certains gars qui se reposent en été normalement, qui là ont eu de la préparation à faire pour la saison de la NBA. C'est un grand mot. Puis une chance que les États-Unis étaient pistes, parce qu'imaginez s'ils avaient gagné, mettons, l'or il y a 4 ans, puis que tout le monde n'était pas super méga piste de ne pas avoir remporté l'or, à quel point tout le monde se serait reposé cet été, puis cette équipe-là, en 2024, aurait été affreuse. Ça pour dire, faut ramener la diète des hot dogs et des cigarettes. Je veux dire, c'est tout ce qu'on a besoin. Ramener le régime d'entraînement de Guy Lafleur de je me suis pas entraîné de tout l'été, tu reviens puis tu domines. C'est juste ça que tu as besoin. Non, mais pour vrai, les gars, je veux dire. C'est le régime fuck it we ball, je pense qu'on l'appelle le terme technique. Là. Michael Jordan en était un. Oui. Mais Sissi Sabathia l'avait dit en début de saison quand il y a eu l'affaire de tous les lanceurs qui étaient blessés. Tu sais, du gras, tu peux pas étirer ça, du gras. Tu peux pas te faire un étirement du gras. Bon point. Non. Puis, on voit tout ça, c'est du monde, là. Ils sont cotés en tabarnak, là. C'est tout du monde qui ont des 8-packs. Puis, pendant ce temps-là, t'as Luka Doncic et Nikola Jokic qui ont des physionomies très moyennes, très régulières. On est proche d'eux autres, les gars, là. Mais ça a donné que ce sont les joueurs les plus intelligents sur le parquet. Ouais. Ils savent comment jouer le basketball de manière correcte et comment s'entraîner. Puis, ben, ces deux-là, en ce moment, sont en relativement bonne santé. Bon, là, Doncic, il traîne donc peut-être encore un petit bobo de sa blessure des finales de l'année dernière, mais au-delà de ça, comme quoi le 8-pack n'est pas la clé à la santé de manière définitive. Au-delà de ça, je me suis retrouvé aujourd'hui à être empathique avec Joel Embiid. Je ne sais pas si vous avez vu ça un petit peu. Joel Embiid qui est victime de plusieurs critiques à Philadelphie. Puis, vous savez très bien que Philadelphie, c'est peut-être pas le marché le plus facile. C'est un marché qui est assez demandant, peu importe son sport. Mais là, tu sais, on parle un peu de son absence du côté de Philadelphie, puis là, tu as un membre des médias que là, on a appris et a eu une altercation avec Joel Embiid qui disait comme quoi, ben, il n'était pas là, puis ça avait rapport avec le décès de son frère. Puis honnêtement, là, c'est ce genre de moment-là que tu dis, hostie que il y a des trucs qui ne doivent pas être nice d'être une vedette dans ton sport comme ça. Puis en plus, dans un marché aussi demandant que Philadelphie, où tu dis, là, les gars, relaxez. Ce sont des êtres humains qui jouent au basketball. Écoute, je vais même te donner un exemple. Encore, je pense même dans le même état et peut-être même dans la même ville. Je ne sais pas si vous avez vu Jason Kelce péter un cellulaire d'un gars qui l'insultait en le traitant de F-word parce que, en tout cas, par rapport à son frère et Taylor Swift.
Puis t'as juste Jason Kelce qui a pris son cellulaire puis qui l'a sacré au bout de ses bras à terre, puis il a commencé à le menacer aussi. Mais Puis c'est un débat aujourd'hui. Quoi? C'est un débat aujourd'hui. Genre, y avait-tu raison de faire ça? Ben, Ah je pense oui? que- Ben, je pense que les gens qui pensent avoir un débat, je pense qu'ils connaissent juste pas le contexte. C'est arrivé. Tu sais, Ouais. pour eux autres, ils voient juste Jason Kelce est en crise, a pris un cellulaire à quelque part, mais je pense qu'ils connaissent pas juste l'histoire. Mais c'est des humains. Tu sais, au final, les sportifs, puis même nous autres, tu sais, des fois, on aime ça, rire, puis bâcher quelqu'un, mais tu sais, au final, ça reste des humains. Puis il y avait un comédien à un moment donné qui avait soulevé l'hypothèse que, puis ça, c'était dans le contexte au basket, que une fois dans l'année, chaque joueur, une fois dans l'année, pourrait donner une taloche à un partisan. Une fois par année, tu peux utiliser tu peux être physiquement frustré puis venger sur un partisan. Au moins une fois par année. Je pense que la palme d'or de ce prix-là reviendrait à Russell Westbrook. C'est clair. Mais tu sais, tu parlais un peu des critiques et tout, des journalistes, puis oui, on le fait et tout, mais pour moi, il y a une différence. Tu peux critiquer un athlète pour sa performance, parce que tu sais, c'est ce qu'il nous donne sur le terrain, mais quand tu m'as parlé de la vie personnelle, come on. Vraiment, tu sais, il y a une ligne quand même qu'il ne faut pas dépasser. Parler du décès de son frère, c'est très bas. Comment? À un moment donné, tu trouves qu'il ne joue pas assez, fine. C'est une opinion qui est assez légitime. Il y a une enquête de la NBA là-dessus en ce moment. Je veux dire, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions, puis qu'on puisse le critiquer par rapport à ça, qu'on puisse le critiquer sur le fait qu'en série, c'est plus difficile ou qu'on le voit éviter des matchs contre Nikola Jokic. On en a parlé ici, toutes les choses qu'on a déjà dites. Tu sais quoi, ça, c'est drôle au moins. Oui, puis ici, on parle de ce qui se passe sur le terrain en tant qu'athlète pour lui. Des fois, il n'est pas sur le terrain, mais il y a une manière de le faire, selon moi. Puis de rentrer dans ouais, mais peut-être que ça a rapport avec le décès de son frère et tout. Ou que, tu sais, ça, je trouve ça horrible de faire ça. Je trouve ça surtout quand tu le soulèves au conditionnel, tu sais. Ouais. Ça, c'est juste pour tu le répandre des proposes, rumeurs, mais tu sais, tu fais juste spéculer. Puis, tu sais, ça fait rappeler un peu la situation dans la NFL que là, on commence à vouloir interdire les journalistes d'aller dans les vestiaires pour les entrevues parce que je vais utiliser le terme anglais. Il y en a qui sont des meat glazers un peu dans la communauté journalistique un peu. Fait que, tu sais, je pense que on a un cas encore. Je pense que le journaliste, et là, je parle pour ma profession, on est encore une profession noble. On n'est pas parfait, mais ça prend une certaine ligne de conduite. Puis, dans le sport professionnel, des fois, on la traverse pour des mauvaises raisons, pour des clics. On la traverse parce qu'on se dit le gars est payé des millions, il nous doit ça. Non. C'est pour la même raison que j'ai beaucoup de problèmes avec les paparazzis. À un moment donné, tu peux critiquer la personne pour ce qu'elle fait. On parle d'un athlète et tout, ou mettons d'un artiste musical. T'aimes pas son dernier album. C'est correct. Ouais. Tu peux dire que t'aimes pas son dernier album. Mais concentre-toi sur le travail de la personne au lieu d'attaquer la personne directement. Moi, c'est avec ça que j'ai vraiment un problème. Pour clore un peu le sujet NBA, que dire de ces Cavaliers de Cleveland? Incroyable. Qui l'eût cru que l'embauche de Kenny Atkinson allait amener un changement aussi drastique? Je veux dire, tu sais, j'ai été un des premiers, peut-être pas nécessairement à critiquer, parce qu'à un moment donné, on sait bien que la définition de la folie, c'est de toujours essayer la même chose et t'attendre à des résultats différents. Le bouc émissaire de tout bon sport professionnel, c'est l'entraîneur-chef. Donc, JB Bickerstaff qui part. J'étais un petit peu 50-50 sur le fait de le renvoyer. Et ben là, on est quand même ramené Kenny Atkinson qui, en tant qu'entraîneur-chef, a vraiment connu une bonne saison à Brooklyn. Une saison un peu surprise, disons-le. Mais au-delà de ça, a eu comme des bons moments en tant qu'adjoint, notamment chez les Warriors et tout ça, mais OK, bon, on amène Kenny Atkinson, c'est quelqu'un qui s'est mérité justement un poste. Les gars, aujourd'hui, les Cavaliers sont premiers dans la NBA pour l'efficacité non seulement du tir à 3 points de manière globale, mais aussi pour les points marqués. Ils sont deuxièmes en ce moment, là. On sent aussi que ce noyau-là commence à mieux prendre. La sauce prend dans ce noyau-là. Tu penses à des Darius Garland, des Donovan Mitchell, des Evan Mobley puis des Jarrett Allen. C'est 4 gros joueurs que tu as là. C'est 4
très, très solide joueur. Puis, tu sais, pour moi, le talent a toujours été là, puis l'exécution était peut-être pas là, ou la cohésion entre tout le monde n'était pas là. Tu sais, t'avais beaucoup de gars, tu sais, entre Garland puis Mitchell, t'avais deux gars qui ont besoin du ballon pour exceller, puis peut-être que c'est là qu'on avait un petit peu de misère à créer, puis on sent qu'on a trouvé la cohésion, on a trouvé comment entrer ça dans le flow de la game, comme on dit, là, entrer ça dans le flow du match. Puis on sent que ça finit par rapporter. Il y a tellement de talent, puis tant mieux pour les Cavaliers si on est enfin capable d'avoir un peu de succès avec ce noyau-là, qui est tellement talentueux. Puis j'ai envie de croire que les Cavaliers peuvent menacer dans l'Est. Je pense pas qu'on est au niveau des Celtics. Puis je pense que les Knicks sont quand même une meilleure équipe, mais sérieusement, la 3e place dans l'Est est tellement prenable. Puis je pense que sur une série de 7 matchs, peut-être qu'on peut aller menacer une équipe comme les Knicks, une équipe comme les Celtics, parce que si ces 4 joueurs-là jouent à la hauteur de leur potentiel, puis que les lumières ne sont pas trop fortes pour Jared Allen, je pense que c'est possible pour les Cavaliers d'être une équipe sérieuse dans cette saison-là. Tout ce que j'ai à dire, là, pour les auditeurs à la maison, je vous invite à passer peut-être dans la zone balado de votre station locale Cogeco Nouvelle. Si vous êtes dans la région de Montréal, c'est le 98.5. Vous allez avoir l'émission Planète Basket animée par un ami proche, Maxime P. Paquet. Ça se peut qu'il y ait un segment de quelqu'un d'ici qui porte une casquette des Blue Jays en ce moment, qui est allé donner ses prédictions pour le top 4 des puissances dans l'Est et le top 4 des puissances dans l'Ouest pour la saison de la NBA. Je vous invite à aller écouter ça. Je ne sais pas encore quand ça sort, mais ça devrait sortir quand vous allez entendre cet épisode-là. Qu'importe, si jamais vous ne voyez pas passer, on va le mettre sur les réseaux sociaux cette semaine. Inquiétez-vous pas pour ça. Je vous invite à regarder ça. Les boys, est-ce que vous savez quelle heure? Alors, c'est l'heure du perron d'église. Alors, le perron d'église, comme à chaque semaine, on vous pose une petite question sur les médias sociaux. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Posez-nous une question, amenez-nous une prédiction totalement loufoque, n'importe quoi, interagir avec nous autres. On va en jaser, on va en débattre et on va parler de ça avec vous autres. Donc, alors, cette semaine, on a envoyé un petit meme sur les réseaux sociaux, un meme avec... légende, je parlais des Blue Jays il y a 2 petites secondes. Légende des Blue Jays, alors qu'on voit le meme d'un couple dans son lit avec la femme qui dit « il est sûrement en train de penser à d'autres femmes. » Pendant ce temps-là, le gars, je me demande, il est rendu Munenori Kawasaki. Et puis là, on vous a demandé de quelle légende, de quel king est-ce que vous vous ennuyez le plus? Puis, il y a quelqu'un de cette émission qui a quand même répondu à la question Pop qui nous a juste dit la NBA qui est juste pas pareil sans J.R. Smith. Tu sais quoi? C'est vrai. Je vais l'admettre. J.R. Smith n'a créé que de bons moments dans son temps dans la NBA. Heureusement, il n'a jamais joué pour les Raptors de Toronto. Et Félix, je comprends aussi, il n'a jamais joué pour les Timberwolves du Minnesota, mais imagine J.R. Smith, encore une fois, une connerie en finale comme il a fait en 2018, juste par manque total d'awareness. Moi, je pense juste que J.R. Smith, c'est genre la définition. Tu sais, c'est l'homme TDAH par excellence de la NBA. Moi, je pense juste ce gars-là a juste un gros TDAH. Ça fait en sorte que c'est immensément chaotique, mais ça a tellement fait de moments. Puis ce gars-là, tu sais, il a des petits yeux aussi. Fait que, tu sais, des fois, il fait des faces, tu as l'impression qu'il est battu, genre, depuis 3 jours. C'est incroyable. Peut-être qu'il l'est aussi, mais si vous vous rappelez, s'il y en a qui ont suivi J.R. Smith après sa carrière dans l'NBA, est devenu golfeur universitaire. C'est malade. Avec genre un GPI de genre 3.8, 3.9. Genre. C'est plus haut que ma cote à moi. Puis tu sais, je ne suis pas parce qu'il y a ses coéquipiers de l'équipe de golf, tu sais, qui dit « Ah, tu sais, viens faire le party avec nous. » Puis ils disent « Honnêtement, on essaie de le sortir. » Il veut pas, il est occupé à étudier, puis tout. Puis tu dis « Wow, pour vrai, ce gars-là qui a été... » Tu sais, il a été un peu il y a eu des moments assez iconiques pour des raisons plutôt drôles, plutôt humoristiques. Mais ce gars-là est en train vraiment de devenir comme
un pro de l'école, hyper concentré sur l'école. Puis respect à J.R. Smith, man, respect à lui d'avoir. Tu sais, on parle souvent des gars qui retournent aux études après leur carrière et tout, puis qui en profitent pour avoir comme une deuxième carrière après leur temps en tant qu'athlète. Tant mieux à J.R. Smith, man. Puis je pensais pas que sa carrière serait golfeur universitaire. J'avais comme pas ça sur ma carte de bingo. Mais tant mieux J.R. Smith, man. Let's go, J.R. Smith. C'est juste moi ce que ça fait penser, puis ça, je vais trahir un peu mon âge, puis je vais sortir un peu du cadre sportif. Moi, ça me rappelle l'émission à Musique Plus où c'était genre une série de télé-réalité où ce que Tommy Lee, le drummer de Motley Crue, retournait à l'université puis allait étudier à l'université du Nebraska. Ça passait genre à Musique Plus, puis j'étais genre quoi? Tu sais, je comprenais fuck all qu'est-ce qui se passait, genre. J'ai pas la référence, malheureusement. Ben, tu connais Tommy Lee puis Motley Crue. Là. Oui, ça va, oui. L'émission de. Mais je te confirme qu'il y a déjà une l'émission. télé-réalité sur. L'émission que Pop parlait. Ok, l'émission en soi, je pensais que c'était comme d'accord, Motley Crue, l'émission. Non. Mais non. Mais je vous confirme qu'il y a eu déjà une série télé-réalité de Tommy Lee qui va étudier à l'université du Nebraska, puis on le voit genre pas dans les parties, mais tu sais, avec la crowd, avec l'équipe de football, c'était bizarre, c'était une drôle d'époque. Les années 2000, c'était une drôle d'époque. Et avec cette question qu'on vous a posée, William Savard qui dit « Je m'ennuie de Jamal Williams avec les Lions », puis ça aussi, c'en est un autre que c'est vrai quand même, parce que Jamal Williams était là sur cet entre-deux des Lions avant qu'ils atteignent ce qui est peut-être leur forme finale en ce moment, tel qu'on le voit, cette puissance dans la NFL. Jamal Williams qui était là, il rendait ça cool. Il rendait ça cool de voir les Lions, puis en plus, ben, c'est un gars qui avait pas peur non plus de montrer ses intérêts, qui pour lui étaient les mangas et les animés, puis l'avoir avec un bandeau de Naruto pour les introductions de joueurs au match du dimanche soir. Ouais. Les matchs des Lions sont certainement plus le fun à regarder jouer, mais l'aspect personnalité, je vais le dire aussi, je m'ennuie de Jamal Williams. Ouais. Il était cool. Jamal Williams. Mais il est rendu où? Il n'est pas rendu avec les Saints? Ouais, avec les Saints. Malheureusement, avec les Saints. Ouais. Aussi, ça me fait passer pendant les Saints. J'ai fait mes recherches cette semaine. Vous savez qui est rendu chez les Saints? Chase Young? Ouais. Chase Young. Ouais, Chase Young est là. Ouais, j'ai complètement oublié. Ben, moi tout, j'ai carrément oublié, puis je l'ai vu faire, je pense, un plaqué derrière la ligne de mêlée. Je suis genre, Chase Young est rendu avec les Saints? Yep. Ouais. Depuis quand? Chase Young. Il a fini l'année passée avec les 49ers, puis il là-bas. Ça, je me souviens. Ça, je me souviens. Je me rappelle quand les 49ers ont transigé pour l'avant, on était comme, ça y est, c'est terminé. C'était pas terminé. Il était horrible avec les 49ers. Lui, il est terminé, mais ce n'était pas terminé pour le restant de la NFL. Ouais. En soi aussi, ben, encore une fois, on a quelques prédictions et quelques questions. Là, les deux sont un petit peu en un. Alors, bon ami de l'émission et Producer Oli en même temps. Alors, Producer Oli qui, d'une part, nous demande, il reste combien de jours avant que, 1, Arbor Xhekaj devienne officiellement un ailier, et 2, Canadien fait un échange pour aller chercher un vrai défenseur, et un peu dans la même veine, on a Mathieu Vachon qui, lui, nous prédit, en fait, Arbor Xhekaj ne finit pas l'année à Montréal. Est-ce que vous vous souvenez de la belle époque où tout le monde disait qu'Arbor Xhekaj allait rapporter un choix de première ronde? Ben, c'était ça le pire. Il n'y a pas si longtemps de ça, on s'est jasé à l'émission puis on s'est dit il valait un choix de premier tour. Ça, c'est ce que le monde disait. Moi, je demandais à être convaincu. J'étais genre, ain't no way. Maintenant, c'est un sac de chips. Je comprends que Ryan Reeves, au draft 2017, a rapporté un choix de première ronde, que les Penguins de Pittsburgh ont donné un choix de première ronde pour Ryan Reeves, entre autres. Mais pour Arbor Xhekaj, c'est ça que je redoutais un peu, c'est que s'il valait vraiment un choix de première ronde back in the days, entre parenthèses, faites-le maintenant. Sa valeur va baisser d'ici 1 an ou 2 et on n'aura jamais ça. Je m'excuse. Arbor Xhekaj, je l'aime beaucoup. Mais ce gars-là, il n'a jamais été repêché dans le junior, il n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. T'sais, j'aime ce genre d'histoire-là de gars qui défient les expectations et les odds là-dessus. Mais ça n'a jamais été un choix de première ronde. Tu sais, ce gars-là est healthy scratch dans la pire défensive de la Ligue nationale en ce moment. Ça veut tout dire, là. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est bien beau son côté physique, son côté intimidant et tout ça. Mais ça peut... à quel point tu peux utiliser ça en même temps d'être aussi
difficile en zone défensive, puis de te faire des fois surmener quelque soit par le 3e et 4e trio adverse. Tu sais, un moment donné, c'est une limite, là, je pense. Là. Moi, je pense que le point de lier sur quand est-ce qu'Arbor Xhekaj va devenir un ailier, je pense qu'il va je pense que peut-être que son avenir passe par là, dans le sens où oui, il se bat souvent, mais tu dis peut-être que si tu le mets à l'aile, c'est moins grave de perdre ton 12e attaquant que c'est de perdre un de tes 6 défenseurs pour un 5 minutes, ou peut-être pour le match, si c'est instigateur et tout. Peut-être que ça devient plus viable d'avoir un gars comme ça. Mais en même temps, tu dis le choix de première ronde et tout, puis je pense pas qu'il y a un choix de première ronde que le Canadien peut aller chercher avec ça. Mais je regarde ça, puis je continue de me dire qu'il y a des équipes qui vont être intéressées, puis tu peux aller chercher quelque chose pour ça. Je pense que le choix de première ronde, c'est audacieux, mais un choix de deuxième ronde, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'y croire. Il y a clairement un directeur général à quelque part dans la Ligue nationale qui va être assez désespéré, puis d'avoir un assez gros fusil sur la tempe pour surpayer Arbor Xhekaj. Si les Maple Leafs ont donné un contrat de 3 ans à Ryan Reeves à 38 ans, il y a de l'intérêt pour Arbor Xhekaj qui n'est pas un gars parfait, pas un gars il a des grosses lacunes défensives et tout, mais est capable de frapper, capable de se battre, est un des meilleurs combattants de la NH, puis on en parle un peu moins, mais ce gars-là a tout un tir aussi. Il a un tir qui est assez puissant et tout. Sans dire que je le mettrai en tir de barrage ou quoi que ce soit. C'est un gars qui, de la ligne bleue, va mettre la rondelle au but, va pouvoir prendre des tirs menaçants, puis avec la rondelle peut dévier ou quoi que ce soit, peut créer des choses comme ça. C'est un gars qui a des atouts intéressants, puis un certain potentiel quand même. Le choix de première ronde, c'est vrai que c'est audacieux, puis mais en même temps, quand est-ce que le Canadien peut aller chercher un vrai défenseur? Mettons une équipe d'ici la fin de l'année se dit peut-être que notre défense est un petit peu ordinaire, on a besoin d'un petit peu plus de robustesse et tout. Ben, peut-être qu'un gars comme Xhekaj s'échange pour un défenseur qui est plus solide en ce moment. Là, j'ai pas de nom en tête qui me viennent, mais une équipe comme je veux dire l'Avalanche, pas que je pense qu'il va aller avec l'Avalanche, mais une équipe comme l'Avalanche qui se dit peut-être qu'on manque un petit quelque chose, il nous manque un peu de robustesse et tout, puis que tu vas aller chercher un défenseur comme ça. Peut-être que c'est une transaction comme ça qu'on pourrait avoir. Mais ce qui est le plus fascinant, par contre, c'est de voir que le Canadien ne semble pas tant vouloir le faire jouer. Mais ne semble pas vouloir l'échanger. Qu'est-ce qu'on veut avec lui? À un moment donné, il va juste falloir se brancher sur ce qu'on veut faire avec lui. Parce qu'en ce moment, le fait de ne pas le faire jouer lui fait perdre de la valeur à une vitesse folle. Il joue de moins en moins, donc a moins le temps de se développer. Puis tout est mal géré en ce moment. Puis il faut juste falloir prendre une décision à un certain moment sur qu'est-ce qu'on fait avec ce gars. Puis ça se peut-tu, puis je vais essayer d'aller confirmer, mais est-ce que ça se peut aussi qu'Arbor Xhekaj aussi doit passer par le balotage pour aller dans la Ligue américaine? Cette année, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il peut encore, mais c'est proche. Je suis pas très sûr. J'essaie de trouver une information là-dessus. Je sais qu'Harris le devenait, je sais que Barron, il l'est. Je pense qu'il peut retourner, mais je pense que c'était la dernière année. Il est exempté pour cette saison. Je pense que c'est la dernière année qu'il peut, oui. Je pense qu'il y a une vingtaine de matchs, puis parce que c'est le nombre de matchs ou le nombre d'années, c'est un des deux. Fait que je pense que c'est quelques matchs ou l'année prochaine. Mais il est exempté encore pour le moment. OK. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la Triple Menace, cette édition du 3 novembre 2024. Juste avant, on vous a demandé cette semaine sur les réseaux sociaux qui était le joueur de la semaine. Donc, les indices qu'on vous a soumis, c'est un gardien de but âgé de 39 ans qui porte le numéro 29 pour le Wild du Minnesota. Il fait beaucoup jaser parce que cette semaine, il a eu son dernier tour de piste à Pittsburgh, à moins qu'il se rencontre en finale de la Coupe Stanley. Je veux dire, c'est pas impossible, mais ça m'étonnerait bien gros que ça arrive. mais la réponse, c'est légende québécoise de la position, Marc-André Fleury qui... Tu sais quoi, les gars? Il pourrait gauler. Il pourrait gauler la Coupe des 4 Nations. Au point où on est rendu. J'ai hâte qu'on s'en parle en décembre quand ils vont annoncer les équipes et qu'il ne sera pas là. J'ai hâte qu'on s'en parle. Il sera probablement pas. Ouais. Mais on connaît la situation
Ce sera un troisième gardien, le fun. Tu sais, si Samuel Montembeault ou Jordan Bennington se blessent d'ici là. Peut-être, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. C'est ça l'affaire. C'est tellement particulier, cette situation-là. Oh, effectivement. Donc, en effet, la réponse qui était Marc-André Fleury, aussi le gardien qui s'est fait manquer le plus de respect par son organisation lorsqu'il était sur le chemin de plaisir. Je me rappelle encore quand il avait remporté cette deuxième coupe-là en 2017. Puis, bon, ben, Marc-André, ça aurait été le fun, hein? Non, mais tu sais, c'est. Tout le monde. On s'en repartait dans une autre vie, là. Après ça, il gagne le Vizina, puis après ça, Matt Murray, comme prévu par tout le monde, a fell off a cliff parce que ce gars-là avait juste un esprit de team devant lui à Pittsburgh. Ce gars-là fell off a cliff après ça. Ouais. Définitivement. Peu importe tout le monde, merci beaucoup d'avoir passé cette dernière heure et demie avec nous à la Triple Menace. On vous rappelle de vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux et d'adhérer au groupe Les Superfans des Tigers de Guangdong où vous pourrez interagir avec nous ainsi que regarder tous les beaux petits mimes qu'on vous envoie tout au courant de la semaine. Puis, qui sait, peut-être qu'on va en jaser durant l'émission. Anyways, bonne semaine tout le monde et ciao, ciao! La Triple Menace.